J'écris ces lignes juste après mon retour d'un road trip pendant les fêtes, alors que tout est encore frais dans ma mémoire. Le trajet n'était pas très long, mais il s'est déroulé principalement sur une longue ligne droite, sans rien aux alentours. Pour que tout s'accorde avec mon emploi du temps, le plus simple était de rentrer de nuit. Les premières heures, de 19h à minuit environ, furent très ennuyeuses et sans incident. À cette heure-là, j'étais la seule voiture sur la route. Dans l'obscurité totale, l'autoroute se ressemblait sur toute sa longueur. C'était d'un ennui mortel. À un moment donné, les phares d'une voiture sont apparus au loin, venant en sens inverse. Cette route était si droite et déserte que je l'ai aperçue 2 ou 3 minutes avant qu'elle ne s'approche et ne me dépasse. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, c'était le seul autre véhicule sur la route. Après son passage, j'ai jeté un coup d'œil dans mes rétroviseurs et j'ai aperçu les feux de freinage rouge de l'autre voiture. Elle avait nettement ralenti et changé de voie. Puis soudain, elle a fait demi-tour. Il n'y avait pas d'aire aménagée pour cela et les deux côtés de la route étaient séparés par un fossé herbeux. La voiture est descendue dans le fossé, puis est remontée sur ma voie avant de commencer à me suivre. J'ai d'abord pensé que cette personne était folle, puis je me suis dit qu'elle devait vraiment avoir besoin de faire demi-tour pour une raison quelconque. Je m'attendais à ce qu'elle me dépasse à toute vitesse. Elle a effectivement accéléré. Cependant, une fois près de moi, elle a ralenti et s'est alignée sur ma vitesse, restant juste derrière moi. J'étais persuadé que cette personne ne m'avait pas vu de l'autre côté de l'autoroute et qu'elle n'agissait pas à cause de moi. Mais les minutes passaient et comme la voiture ne changeait pas de voie, j'ai commencé à m'inquiéter. Soudain, elle s'est mise à faire des appels de phare, à allumer ses feux de route comme si elle essayait de me faire comprendre quelque chose. Il n'y avait personne d'autre aux alentours à qui elle aurait pu faire signe. Nous étions les 2 seules voitures sur la route. Je savais donc qu'elle cherchait à attirer mon attention, ce qui m'a encore plus inquiété. Ce n'était pas quelques appels de phare pour signaler la présence d'un policier. Elle a continué ainsi pendant des kilomètres. Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais pas ce que ce type me voulait, ni pourquoi il agissait de cette manière. Avec l'éblouissement de ses phares dans l'obscurité, je ne distinguais même pas sa voiture, impossible donc de la décrire. Au bout d'un moment, j'ai aperçu un panneau indiquant une aire de repos à 5 km. Je me suis dit que c'était l'occasion de me garer dans un endroit où il y aurait d'autres voitures et que, avec un peu de chance, ce type continuerait sa route et me laisserait tranquille. Même si les autres véhicules n'étaient occupés que par des gens endormis, je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Lorsque la sortie est enfin apparue, j'ai quitté l'autoroute. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je n'avais jamais vu d'aire de repos comme celle-ci. La bretelle descendait en spirale et passait sous l'autoroute avant d'arriver sur l'aire. Au lieu de 2 aires distinctes des 2 côtés de la route, il n'y avait qu'une seule grande zone reliée aux 2 sens de circulation. Comme je l'ai dit, je suis passé sous l'autoroute, donc l'aire se trouvait au pied d'une colline complètement à l'écart. Je me sentais très isolé. On ne voyait ni entendait rien depuis la route au-dessus, ce qui, j'imagine, était le but recherché. Plus inquiétant encore, il n'y avait aucune autre voiture. Le parking était totalement vide. J'ai d'abord regardé dans mon rétroviseur, mais je ne voyais aucun phare. Alors j'ai décidé de me garer juste à côté du bâtiment. La voiture qui me suivait était pourtant assez proche auparavant, et comme je ne voyais rien arriver, j'étais presque certaine qu'elle n'avait pas pris la sortie. J'ai continué à surveiller l'entrée de l'air, et au bout d'1 minute, j'ai enfin poussé un grand soupir de relâchement. Là, garé sur l'aire de repos, j'ai réalisé à quel point j'étais fatigué, surtout après ce qui venait de se passer. Le bâtiment semblait abriter des toilettes et un distributeur automatique, donc je me suis dit que j'allais y faire un tour. Je suis sorti, j'ai verrouillé ma voiture et je suis entré. Je n'y suis resté qu'1 minute ou 2. Je comptais prendre quelque chose au distributeur en sortant pour reprendre des forces, mais il était hors service. Dès que je suis sorti du bâtiment, j'ai aperçu une autre voiture. Bien que l'immense aire fût complètement vide, elle était étrangement garée à une seule place de la mienne.
J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. Je n'avais aucun moyen de savoir si c'était la même voiture qui me suivait, mais au fond de moi, j'en étais certaine. Les vitres étaient teintées et les phares encore allumés. Entre l'éblouissement et l'obscurité, je ne voyais pas qui était à l'intérieur. Je me suis approché lentement de ma voiture, je suis monté dedans et j'ai eu la sensation très nette d'être observé. Sans perdre une seconde, j'ai mis la clé dans le contact et j'ai essayé de démarrer. Rien. La voiture ne démarrait pas. Elle ne tentait même pas de démarrer. Tourner la clé ne produisit aucun effet. Immédiatement, j'ai senti l'adrénaline monter en réalisant le danger réel dans lequel je me trouvais. Je suis resté un instant figé, fixant mes clés inutiles qui pendaient du contact, avec cette sensation irréelle d'être hors de mon corps, incapable d'accepter la situation en sachant pertinemment à quel point cela pouvait mal finir. J'ai sorti mon téléphone et composé 911, sûr que la personne dans l'autre voiture me verrait et sortirait immédiatement pour forcer ma porte, sachant que je ne pouvais aller nulle part. J'avais même peur de regarder sur le côté. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué à l'opératrice où je me trouvais que j'étais coincé et que ma voiture ne démarrait pas, mais dès que j'ai mentionné que la voiture garée à côté de moi m'avait suivi, la femme à l'autre bout de l'affiche s'est mise à parler plus vite et m'a demandé davantage de détails, comme si elle devenait soudainement plus inquiète ou comme si elle avait déjà entendu parler d'une situation similaire. Je lui ai tout raconté, elle m'assurait que la police serait là dans 10 minutes. Je n'avais toujours pas osé regarder la voiture à côté de moi, terrorisé par ce que j'allais avoir à voir, mais elle a commencé à reculer lentement. Elle s'est éloignée, puis s'est finalement garée juste derrière moi. Elle se trouvait à quelques centimètres de mon pare-choc arrière lorsqu'elle s'est immobilisée, me bloquant complètement. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai aperçu un mouvement dans mon rétroviseur et en me retournant, j'ai vu un homme de grande taille vêtu d'une doudoune marron foncé s'approcher lentement de ma voiture. Il s'est placé près de la fenêtre, dominant presque l'habitacle. J'étais terrorisé, trop effrayé pour le regarder directement, mais je sentais son inquiétante présence de l'autre côté de la vitre. Il ne disait rien et ne tentait pas d'ouvrir la porte. Il restait juste là, immobile. J'ai continué à expliquer la situation à l'opératrice. Au bout d'une minute, l'homme a lentement fait le tour de ma voiture, passant devant puis de l'autre côté. Je ne sais pas s'il cherchait quelque chose à l'intérieur, mais il a tourné autour plusieurs fois. Puis il est retourné à son véhicule, est monté à bord et s'est éloigné lentement. J'ai vu ses phares traverser le tunnel et disparaître. 5 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée sur l'aire de repos. L'agent rapidement prit mes informations et m'a expliqué qu'un autre policier arriverait dans quelques minutes pour m'aider avec ma voiture. Mais après s'être assuré que j'allais bien, il semblait surtout pressé de rattraper l'homme qui me suivait. Il s'est avéré que ce dernier avait coupé le câble d'allumage de ma batterie, une chose dont je n'avais aucune idée possible. J'ai pu être remorqué sans encombre et ma voiture a été réparée le lendemain matin. J'ai appelé plusieurs fois le commissariat pour avoir des nouvelles, mais sans succès. J'avais vraiment l'impression qu'il se tramait quelque chose de plus grave. La voix de l'opératrice était soudainement devenue pressée et inquiète, et le policier voulait absolument rattraper cet homme. Franchement, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me voulait. Il m'a suivi pendant des kilomètres en faisant des appels de phare, puis il a saboté ma voiture pour me laisser en panne sur une aire de repos isolée, sans personne aux alentours. Mais il n'a rien fait d'autre. Il s'est contenté de tourner autour de ma voiture d'une manière étrange et inquiétante. Je me demande si quelqu'un sait ce qu'il faisait ou si une situation similaire lui est déjà arrivée. Cela remonte à quelques jours. Il est possible que d'autres éléments apparaissent. Je vous tiendrai au courant si on découvre quelque chose d'important. Je suis chauffeur routier pour une entreprise locale du Montana. Nous livrons dans tout le pays, mais la plupart de mes trajets se font entre le Midwest et notre base. Aucune grande autoroute ne traverse directement notre région. Une grande partie de mes itinéraires empruntent donc de longues routes désertes et peu fréquentées. Les autres camionneurs sont rares.
Bref, ce soir-là, j'empruntais un itinéraire assez classique, traversant les États habituels pour me rendre chez un fournisseur régulier. Ma radio CB était branchée sur le canal 19, la fréquence universelle utilisée par la plupart des routiers pour communiquer entre eux en cas de besoin ou simplement pour discuter. D'habitude, tout se passait bien pendant mes trajets car il n'y avait personne à proximité. Vers 1h du matin, la radio a commencé à grésiller, comme si elle captait un signal lointain. J'entendais faiblement un homme parler, mais le son était tellement brouillé et indistinct que je ne comprenais rien. J'ai essayé de l'éteindre puis de la rallumer, mais elle semblait avoir perdu le signal. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à rouler. La route et la radio sont restées silencieuses pendant un moment. Je n'ai croisé aucune autre voiture, ni même aperçu de bâtiment. C'était totalement désert. Puis, la radio s'est rallumée. Elle crépitait sans voix et au bout d'une trentaine de secondes, le bruit est devenu insupportable. J'ai cru que l'appareil était cassé et j'ai songé à l'éteindre pour le reste du trajet. Mais juste avant que je tende la main, une voix s'est fait entendre. Ce n'était pas très clair, mais c'était sans aucun doute la même voix que celle entendue un peu plus tôt, et la radio semblait avoir capté au beau milieu de sa conversation. Je parvenais à peine à comprendre ce qu'il disait. Il énumérait des détails décrivant quelque chose d'une voix étrange et monotone. Cabine grise, porte blanche, remorque blanche. Des phrases sèches, précises. Il décrivait exactement le semi-remorque que je conduisais. À la fin de cette suite de détails inquiétants, il a même indiqué la direction dans laquelle je roulais, puis sa voix s'est brusquement coupée. La radio a recommencé à grésiller et à bourdonner sans autre signal. Plus aucune réponse, plus aucune voix. Je l'ai laissé grésiller doucement pendant plusieurs minutes avant de l'éteindre. Qu'est-ce que c'était que ça ? J'ai vérifié tous mes rétroviseurs et scruté les alentours, mais il n'y avait aucun autre véhicule à proximité. Comment était possible que quelqu'un soit à portée de radio et pourquoi avait-il une description aussi précise du camion que je conduisais ? J'étais tellement perturbé et nerveux que j'ai appelé un collègue à l'entrepôt pour le prévenir de ce qui se passait. Mais la communication a été coupée faute de réseau. Pendant la demi-heure qui suivit, je n'arrêtais pas d'y penser. C'était totalement inexplicable. Je savais qu'il y avait une station-service un peu plus loin. Même si mon réservoir n'était pas presque vide, j'ai décidé de m'y arrêter pour faire le plein et peut-être demander au pompiste s'il savait quelque chose à propos de ce message radio étrange. Cette station-service était minuscule et très isolée. En arrivant, j'ai constaté que la boutique, là où se trouvait normalement le pompiste, était fermée. Je me suis garé près d'une pompe et j'ai commencé à faire le plein. J'étais fatigué et pendant que j'attendais en regardant autour de moi, l'endroit a commencé à me mettre mal à l'aise. Non seulement j'étais seul, sans rien aux alentours, mais j'avais surtout l'impression de ne pas être seul. J'ai retiré la pompe plus tôt que prévu, juste pour partir. Je suis remonté dans le camion et j'ai démarré. À cet instant précis, j'ai vu un autre poids lourd arriver sur la route, venant de la direction d'où je venais. Ses phares étaient éteints et il avait l'air délabré, rouillé, très vieux. On aurait dit qu'il allait tourner vers la station-service, mais quand il m'a vu démarrer, il s'est arrêté net, comme figé en plein milieu de la route, ses feux toujours éteints. Après un instant, j'ai repris la route. Impossible de ne pas penser que ce camion essayait de passer inaperçu, ce qui était évidemment très suspect. Sa manière de s'arrêter donnait l'impression qu'il espérait que je ne le remarque pas. Ce malaise persistait. Je n'ai roulé que quelques minutes lorsque j'ai dû freiner brusquement. Une voiture était immobilisée en plein milieu de la chaussée, légèrement en travers, et un homme se tenait devant. Il agitait les bras en direction de mon camion comme pour me faire signe de m'arrêter et dire qu'il avait besoin d'aide. Sa voiture semblait intacte. Il n'avait même pas l'air blessé et rien ne justifiait qu'il bloque ainsi la route. Tandis qu'il s'approchait, j'ai instinctivement regardé dans mon rétroviseur et j'ai aperçu une silhouette émerger de l'obscurité derrière moi. J'ai immédiatement reconnu le camion de la station-service et compris que c'était un piège. J'ai accéléré. L'homme devant moi était soit déterminé, soit totalement inconscient. Il ne s'est même pas écarté. J'ai failli le renverser en tentant de le contourner, mais j'ai réussi à me rabattre sur l'autre voie et à passer autour de sa voiture sans la toucher. La remorque l'a peut-être frôlé, mais rien de grave. En me retournant, j'ai vu le camion s'arrêter près de l'homme et un autre individu en descendre. L'un d'eux semblait même crier sur l'autre.
J'ai signalé l'incident à la police dès que j'en eus l'occasion, mais bien sûr, les véhicules et les hommes avaient déjà disparu. Je ne sais toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Si c'était bien le camion dont j'avais entendu la description à la radio, alors il me suivait depuis un moment et était en contact avec la voiture qui me précédait, probablement pour coordonner ce plan et me forcer à m'arrêter. Je suis simplement reconnaissant d'avoir écouté mon instinct et de quitter la station-service à ce moment-là, sans chercher à comprendre ce qui se passait. Un simple faux pas aurait probablement pu me faire disparaître au bord de cette route isolée. Je me trouvais sur une route inconnue et déserte, tentant de traverser les États-Unis en urgence pour rejoindre la maison isolée de mon frère dans le nord de l'Utah. J'avais confondu les dates de certains de nos projets et, à cause de cette erreur, je m'étais dans quelque sorte forcé à conduire toute la nuit. C'était un vrai chaos. J'étais épuisé et stressé, et à cause de cela, je n'ai pas remarqué que mon GPS m'indiquait de quitter la route sur laquelle je roulais depuis 160 km. Ce n'est qu'après avoir raté la sortie que j'ai réalisé mon erreur. Je ne pouvais rien faire d'autre que continuer à rouler et faire demi-tour un peu plus loin ou attendre que le GPS modifie l'itinéraire. Au bout d'1 minute, j'ai remarqué que le recalcul était toujours en cours. J'ai donc supposé qu'il me suffisait de faire demi-tour. Il était peu probable que cette zone désolée offre des itinéraires alternatifs. Mais en continuant à rouler, je ne trouvais aucun endroit pour faire demi-tour. La route semblait interminable. À un moment donné, environ 1 km après la sortie, j'ai dépassé une voiture garée sur la bande d'arrêt d'urgence, feu de détresse allumé. C'était une berline noire tout à fait ordinaire et j'ai supposé que son conducteur était probablement lui aussi un peu perdu, cherchant son chemin. J'ai ralenti légèrement après l'avoir dépassé, juste pour être sûr de ne pas rater une aire de retournement. À partir de ce moment-là, la route s'est réduite rapidement à une seule voie et est devenue beaucoup plus étroite, la forêt se rapprochant dangereusement. On n'avait plus l'impression d'être sur une autoroute, mais plutôt sur un tronçon abandonné. Quoi qu'il en soit, je savais que je n'aurais absolument pas dû être là. Je me suis donc garé sur le bas-côté pour réfléchir et trouver un moyen de faire demi-tour. Le GPS était complètement bloqué sur l'écran de chargement et mon téléphone ne captait rien non plus. J'ai regardé par la fenêtre, mais il faisait trop sombre et il n'y avait aucun éclairage public. J'ai donc dû sortir pour observer les alentours. De part et d'autre de la route s'étendaient des forêts très denses, manifestement inhabitées. Je ne voyais même pas l'autre côté de la chaussée qui partait dans l'autre sens. Il n'y avait que des bois, ce qui signifiait qu'à un moment donné, la route bifurquait. Et je n'avais aucun moyen de savoir à quelle distance cela se trouvait, ni combien de kilomètres il me restait à parcourir avant que les deux voies ne se rejoignent et que je puisse faire demi-tour. Je n'aimais vraiment pas être là, entouré de bois sur ce tronçon étrange et désert. J'y ai bien songé un instant à rebrousser chemin, c'est-à-dire à rouler à contresens jusqu'à la sortie, mais l'idée me paraissait dangereuse et irréaliste. De plus, j'avais déjà parcouru une bonne distance, ce qui aurait représenté un long trajet. J'ai finalement renoncé, me disant que les deux routes devant moi devaient bien se rejoindre à un moment donné. Le mieux était de continuer, il devait forcément y avoir une aire de retournement. Avant de remonter dans ma voiture, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai aperçu une silhouette qui marchait sur la route. Elle s'approchait de moi, mais elle était encore loin. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement de la personne que j'avais vue arrêtée sur le bas-côté, feu de détresse allumé, mais j'ai trouvé étrange qu'elle ait quitté son véhicule pour marcher dans cette direction. Je suis remonté dans la voiture et j'ai repris la route. Plus j'avançais, plus la chaussée se dégradait, jusqu'à ce qu'environ 800 mètres plus loin, elle s'interrompit brusquement. Une barrière bloquait le passage. Je suis sorti pour mieux voir et à première vue, la route ne semblait pas se prolonger, du moins sur une portion goudronnée. On aurait dit qu'elle continuait sur un chemin de gravier, mais c'était difficile à distinguer dans l'obscurité. J'ai aperçu autre chose au loin. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Ce n'est que lorsque mes yeux se sont habitués à la pénombre que j'ai distingué une silhouette immobile près des arbres. C'était tellement inattendu et étrange que je n'ai même pas cru au début qu'il s'agissait réellement de quelqu'un. J'ai pensé que les ombres me jouaient des tours. Mais dans les secondes qui suivirent, mes yeux s'écarquillèrent et une angoisse sourde monta en moi. Il y avait bel et bien quelqu'un là, devant moi. Il ne bougeait pas et semblait simplement me fixer. J'ai reculé lentement de quelques pas, puis me suis retourné pour monter dans ma voiture. Et j'ai sursauté en me retrouvant nez à nez avec un homme, juste derrière moi. C'était le type que j'avais vu marcher sur la route tout à l'heure.
Il avait une barbe courte et fournie, les cheveux rasés et une capuche sur la tête. Je ne l'avais même pas entendu arriver. Je l'ai fixé, les yeux écarquillés pendant de longues secondes. « Route barrée. Vous ne pouvez pas sortir par là, madame. » J'ai failli murmurer désolé, incapable de cacher ma peur. Son regard s'est porté sur les bois par-dessus mon épaule, puis revint sur moi. « Tu vas bien ? Tu as l'air bouleversé. » Il parlait d'un ton étrangement amical, quasiment comme si nous étions amis. J'ai acquiescé et me suis excusé encore une fois, expliquant que j'avais cru apercevoir quelque chose, mais que j'étais sans doute juste fatigué. Son visage se figea et il baissa légèrement la tête comme pour m'obliger à le regarder droit dans les yeux. « Qu'est-ce que vous croyez avoir vu ?» J'ai compris mon erreur dès qu'il prononça ces mots, à sa voix grave et condescendante et à la façon dont il me posa la question. J'ai balbutié quelque chose d'incompréhensible, ouvert rapidement ma portière et suis monté dans la voiture. L'homme a resté immobile un instant, puis s'est approché de la fenêtre quand je sortais mes clés et démarrais le moteur. Je ne suis pas resté assez longtemps pour qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. J'ai fait marche arrière, effectué un demi-tour en 3 temps très rapides, puis j'ai filé sur la route. Quelques minutes plus tard, je repassais devant la berline avec les feux de détresse allumés, puis j'ai enfin atteint la sortie et repris ma route. Je ne sais pas exactement sur quoi je suis tombé là-bas, mais j'ai un très mauvais pressentiment concernant ce qui se passait dans ces bois. Et je sais que si j'étais resté, ou que j'avais raconté à cet homme ce que j'avais vu, j'aurais probablement obtenu des réponses, mais certainement pas de manière positive. Je n'ai jamais rien publié de tel auparavant, mais récemment, un ami a évoqué cette histoire que j'avais enfouie au plus profond de moi, et je me suis dit que cela pourrait intéresser certains d'entre vous. J'utilise aussi les noms de la série « La vie de palace de Zack et Cody », sans raison particulière, mais laissez-moi vous expliquer. Il est 3 heures du matin, alors j'ai du mal à me souvenir des noms. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai absolument jamais fait miroiter quoi que ce soit à cet enfant. Tous ceux qui étaient au courant à l'époque pourront le confirmer. Je ne suis pas du genre à flirter, et j'ai fait très attention à ne rien dire ni faire qui puisse laisser croire à ce garçon que je m'intéressais à lui. Nous remontons donc 7 ans en arrière, à l'époque où j'avais environ 14 ans. Ça me donne un coup de vieux. J'assistais à un événement sportif de mon lycée, un match du vendredi soir. Je ne me souviens plus si c'était un match de football américain ou de baseball. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'était le dernier jour d'école avant les vacances de printemps. L'esprit d'école ne m'intéressait pas vraiment. J'étais plutôt du genre émo et solitaire. Mais ma meilleure amie a insisté pour que j'y aille. J'ai accepté à contre-cœur et avec le recul, je le regrette. Je la connais depuis que j'ai 4 ans, alors si quelqu'un pouvait me faire changer d'avis malgré mon entêtement, c'était bien elle. Pour préserver notre anonymat, appelons le harceleur Zack et mon ami Cody. J'ai rencontré Zack par l'intermédiaire de Cody. Je lui ai probablement parlé pendant 3 minutes, franchement c'était plus une présentation qu'autre chose, et son regard insistant ne me plaisait pas du tout. Je suis donc retourné auprès de mes copines et nous avons continué la soirée. Une fois rentré, j'ai reçu un texto de Cody disant que Zack me trouvait jolie et voulait mon numéro. Alors il le lui avait donné. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Ce n'est pas que je voulais qu'il ait mon numéro, mais j'étais très proche de Cody et il était fiable. Il n'aurait jamais donné mon numéro à quelqu'un s'il avait eu le moindre doute. Le lendemain, samedi, je me réveille et tout va bien. Vers l'après-midi, je reçois un texto. « Salut, c'est Zack, j'ai eu ton numéro grâce à Cody. » On a papoté un peu. Je ne voulais pas être désagréable, alors je répondais, surtout parce qu'il était ami de Cody et que je ne voulais pas être impoli. Après environ 45 minutes d'échange de SMS, il m'annonce qu'il part en croisière et qu'il est vraiment déçu que je ne l'accompagne pas. Forcément, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il m'a répondu qu'il me manquerait et qu'il détestait être loin de moi pendant 1 semaine. J'ai trouvé cela vraiment bizarre, mais je me suis dit que c'était peut-être du sarcasme ou une blague. Je lui ai donc répondu quelque chose comme « Haha, on a parlé moins d'1 heure, tu vas t'en sortir ». Et il a répondu « Ouais, je suppose ». De mon point de vue, j'avais beaucoup de choses à gérer dans ma vie. J'étais très anxieuse à l'idée de parler aux gens, je souffrais de dépression et j'avais des problèmes avec mon père. Je n'étais pas du genre à dire simplement « T'es bizarre, je te bloque ». J'étais très timide et je ne savais pas comment réagir. J'avoue donc que j'ai laissé traîner les choses plus longtemps que je ne l'aurais dû. J'avais 14 ans et, pour être honnête, je ne me rendais pas compte à qui j'avais affaire. Il était en croisière, donc je n'ai pas eu de nouvelles pendant 1 semaine. Finalement, il est descendu du bateau et m'a dit que j'étais la première personne à qui il avait envie d'envoyer un message.
Il disait qu'il n'arrêtait pas de penser à moi et à toutes les choses amusantes que nous aurions pu faire pendant le voyage. Le reste est assez flou, mais je me souviens surtout qu'il disait des choses bizarres, que nous nous marierions plus tard, que nous étions des âmes sœurs, qu'il n'avait jamais été aussi amoureux de quelqu'un. Il est devenu obsédé par moi sans raison apparente. Si je ne répondais pas, il m'envoyait des textos toutes les 5 minutes, me demandant si j'étais fâché jusqu'à ce que je réponde. C'était vraiment un comportement obsessionnel. Je lui disais que j'étais occupé et il se fâchait. Il avait simplement besoin que je lui envoie des textos sans arrêt. Un jour, je lui ai dit franchement qu'il allait trop loin et que je me sentais mal à l'aise. Je me suis excusé si je lui avais donné de faux espoirs, mais je lui ai demandé de me considérer davantage comme une amie. Il n'a pas évidemment apprécié ma réaction. Il créait de faux comptes Instagram pour me harceler, allant jusqu'à me menacer parce que je lui avais brisé le cœur. Il m'insultait de tous les noms, me traitant de pute et plus encore. Il disait n'importe quoi pour me faire du mal. J'ai passé 6 heures à m'excuser, pendant qu'il me traitait d'horribles personnes. Pendant des mois, Zach n'a pas arrêté de me harceler. Après cela, mes amis devaient me cacher sur campus pour que je puisse l'éviter. Je devais traverser des bâtiments et faire de longs détours pour ne pas le croiser. Finalement, au bout de quelques mois, il a cessé de me harceler en ligne et j'ai cru être enfin libre. Quelques années plus tard, en 2e année du collège, après des mois de cours de chimie, j'ai remarqué que mon ami, que nous appellerons Max, portait le même nom de famille que Zach. C'est un nom peu commun, alors j'ai tout de suite fait le lien et je lui ai demandé s'ils étaient de la même famille. Il a levé les yeux et a répondu « Ouais ». J'étais là genre « Mince ». Nous avons fini par discuter et apparemment je n'étais pas la seule fille que Zach harcelait. Max m'a dit qu'il avait été transféré dans un autre établissement et qu'il suivait de la thérapie parce qu'il était devenu instable et agressif. Malheureusement, Zach était extrêmement violent envers Max. J'étais soulagé qu'il ait été envoyé ailleurs. Max, lui, était nettement soulagé d'avoir été renvoyé. Cela expliquait pourquoi le harcèlement avait cessé si soudainement. Puis, en première, Max m'a annoncé que son frère était de retour dans notre lycée. Heureusement, j'avais été prévenu, mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai ressenti en le voyant enfin en face. J'entre dans mon cours d'anglais et devinez qui est assis dans ma classe. Si vous avez pensé à Zach, bravo. Dès que nos regards se sont croisés, il a affiché le sourire le plus flippant que j'ai jamais vu. J'étais tellement terrorisé que je crus faire une crise cardiaque. Heureusement, il n'a pas continué à me harceler. Mais il a passé tous les cours à me fixer avec un sourire effrayant. J'aimerais tellement que ce soit une blague, mais malheureusement, ce sont des événements réels qui m'ont profondément marqué au lycée. Quand mon ami en a parlé l'autre jour, j'ai eu l'impression de rêver. J'avais complètement oublié que tout cela était vrai. Passer 2 années entières au lycée avec la Peur de le croiser, sans savoir ce qu'il pourrait faire, surtout après avoir appris tout ce que son frère Max avait vécu, a été terrible. Cela fait maintenant des années que je n'ai plus eu affaire à lui. J'ai vécu plusieurs années au Nouveau-Mexique avant de déménager dans le Midwest. Avec mon amie Amy, nous passions de nombreuses journées à explorer les recoins les plus reculés du Nouveau-Mexique, à découvrir des villes fantômes abandonnées et à apprécier la beauté paisible et désolée du désert. Un après-midi de mars 2010, nous roulions de Ruidoso à Albuquerque. Toujours prêtes à explorer, nous avons emprunté une route secondaire plutôt que l'autoroute. Une partie de notre trajet nous a menés sur la NM55, une toute petite route isolée à 2 voies. Nous avions déjà emprunté ce genre de route auparavant. Cette partie du Nouveau-Mexique est un désert plat et aride. La vue porte à perte de vue et il n'y a pratiquement rien d'autre que de la terre et des rochers entre les villes, qui peuvent être distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. Nous roulions vers le nord. Après quelques minutes, nous avons aperçu une camionnette blanche devant nous, roulant dans la même direction. Soudain, le conducteur s'est arrêté en travers au milieu de la route, bloquant les 2 voies. Nous étions à environ 1,5 km de lui, et plus nous nous rapprochions, plus nous nous sentions mal à l'aise. Nous ne comprenions pas pourquoi il aurait agi ainsi. Nous étions le seul autre véhicule sur les lieux et nous avons commencé à nous demander s'il ne valait pas mieux faire demi-tour plutôt que de nous approcher et de devoir nous arrêter. Lorsque nous sommes arrivés à environ 800 mètres, il s'est finalement garé sur la voie opposée, mais son pick-up restait orienté dans la direction où nous allions. Nous avons essayé de nous détendre un peu. Ce type devait sûrement être éleveur ou vérifier quelque chose sur ses terres.
En le dépassant, nous avons remarqué plusieurs choses. Premièrement, il n'y avait qu'une seule personne dans le véhicule, un homme d'âge mûr qui ne nous quittait pas des yeux et parlait dans un talkie-walkie. Quelques secondes après l'avoir dépassé, il a redémarré et s'est mis à nous suivre, sans jamais s'approcher trop près. Il se rapprochait à quelques longueurs de voiture, puis ralentissait légèrement avant d'accélérer de nouveau pour revenir à la même distance. Nous avons commencé à nous inquiéter. Nous réalisions à quel point nous étions seuls. Nous n'avions croisé aucune autre voiture sur cette route et nous n'avions parlé à personne de notre idée géniale de faire ce détour. Nous avons vérifié nos téléphones portables, mais aucune de nous n'avait de réseau. C'était courant dans les régions reculées du Nouveau-Mexique, mais inquiétant dans notre situation. Amy conduisait et accélérait, tandis que moi, je consultais frénétiquement la carte, espérant trouver une route plus fréquentée. Il n'y en avait pas. Nous devions emprunter cette route pour atteindre la ville suivante. Faire demi-tour ne semblait pas judicieux. Quelques minutes plus tard, nous avons aperçu un autre pick-up arrivant en sens inverse. Il roulait très lentement, à peine 30 km/h. Ce véhicule était vieux et en piteux état, contrairement au celui qui nous suivait, beaucoup plus récent. Amy a accéléré jusqu'à 120 km/h, ce qui était inhabituel pour nous sur ces routes limitées à 90 km/h. Nous avons donc dépassé le vieux pick-up. En le croisant, nous avons vu qu'un autre homme d'âge mûr était au volant et qu'il parlait lui aussi dans un talkie-walkie. Après que la camionnette blanche l'ait dépassé, il a fait demi-tour et s'est placé derrière elle. En observant la scène dans le rétroviseur, nous avons vu le conducteur du pick-up blanc parler de nouveau dans son talkie-walkie. Il n'y avait aucun doute que ces deux hommes se connaissaient. Nous étions délibérément suivis, et pour la première et unique fois de ma vie, je me suis senti traqué. Ils sont restés juste derrière nous. Nous guettions le moindre obstacle sur la route, persuadés que le vieil homme du pick-up délabré nous avait tendu un piège. Nous avons même envisagé de quitter la route pour passer par les champs. Nous étions en SUV, mais il était clair que c'était leur territoire, et nous avions peur de ce qui se passerait si nous sortions de la chaussée et restions coincés. Nous sommes donc restés sur la route. À ce moment-là, le pick-up blanc était collé à notre pare-choc. Nous le voyions parler dans son talkie-walkie, tandis que le vieux véhicule restait juste derrière lui. Nous roulions à toute vitesse. Le pick-up blanc se déporta sur la voie opposée et commença à accélérer. La seule explication qui nous venait à l'esprit était qu'il voulait nous dépasser pour se placer devant nous. S'il y parvenait, et que son complice restait derrière, nous serions encerclés et piégés. Nous scrutions frénétiquement le désert rocailleux autour de nous. Notre seule option semblait être une piste. Devions-nous prendre ce risque? Pourrions-nous traverser le désert à toute vitesse et atteindre une ville saine et sauve? Arrivés au sommet d'une petite côte, nous avons aperçu un panneau indiquant « Salinas Pueblo Missions National Monument », pointant vers une route sur la gauche. À ce moment précis, une camionnette bleue surgit de cette route et s'engagea sur la nôtre juste devant nous. En arrivant à sa hauteur, nous avons aperçu l'inscription « US Park Service » sur la plaque de matriculation. Nous nous sommes regardés, puis nous avons jeté un coup d'œil derrière nous. Les deux pick-up firent demi-tour et repartirent dans l'autre sens. Nous avons suivi la camionnette bleue jusqu'à Mountain Air, puis nous sommes continués vers Albuquerque. Je n'ignore quelles étaient les intentions de ces hommes, mais elles n'étaient pas bonnes. Il se passait quelque chose de vraiment louche. J'ai prévenu la police d'État qui m'a assuré qu'elle surveillerait la situation. Ce secteur se trouve près de Belen, Nouveau-Mexique, où Tara Calico a été enlevé. Il se situe également à 160 km de Elephant Butte, toujours au Nouveau-Mexique, où David Parker Ray avait son laboratoire secret de torture. Nous n'avons fait le lien qu'après coup. Même si David Parker Ray était décédé au moment des faits, nous pensons qu'il existe d'autres personnes comme lui, et celui qui a enlevé Tara n'a jamais été arrêté. Ou peut-être sommes-nous simplement tombés près d'un laboratoire de méthamphétamine. Mais comme cela s'est passé sur une route importante et non sur un chemin de campagne, j'ai tendance à écarter cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose de mal là au-dessus. Quand j'étais plus jeune, je vivais en République dominicaine avec mes grands-parents paternels et le frère de mon père. Mon père vivait alors aux États-Unis. Mon oncle et moi partagions une chambre. Pour être plus précise, j'avais 7 ans et mon oncle 9. Pour y accéder, il fallait traverser la chambre de mes grands-parents. Ma chambre avait aussi une autre porte qui donnait sur le jardin.
Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, certaines régions de la République dominicaine peuvent être très dangereuses, surtout la nuit, lors des coupures de courant, car le pays n'a pas les moyens de garantir un approvisionnement électrique constant. Nous subissions des coupures plusieurs fois par jour, tous les jours et principalement la nuit, lorsque la plupart des gens dormaient. Les nuits étaient donc très sombres. La porte de ma chambre qui donnait sur le jardin m'a toujours fait peur, car j'entendais tout ce qui se passait dehors et j'avais l'impression que quelqu'un allait surgir et m'enlever. Cette porte était faite de longues planches de bois posées verticalement les unes à côté des autres. C'était le genre de bois qui avait toujours l'air pourri. Je crois qu'elle était vraiment en train de pourrir. J'avais orienté mon lit face à la porte pour pouvoir voir facilement si quelqu'un essayait d'entrer. Chaque soir, je finissais par m'endormir d'ennui à force de fixer cette porte. Mon grand-père a eu pitié de moi et a fini par placer une énorme commode ancienne en bois devant la porte. Il l'avait achetée à un inconnu à l'arrière d'un camion. La commode était si épaisse et si lourde que je me suis immédiatement senti plus en sécurité. Tout a commencé dès la première nuit. Par habitude, je regardais dans cette direction en m'endormant et je fixais la commode. C'était étrange de regarder là maintenant car il faisait nuit noire. Je ne distinguais plus les faibles rayons de lune qui filtraient entre les planches de la porte, ni les bruits des animaux sauvages dans la cour ou le trafic nocturne dans la rue. Je me souviens que la saison des ouragans tropicaux approchait et certaines nuits, j'entendais le bruissement des arbres et le grincement de la porte. D'autres nuits, la porte grinçait plus fort, comme si elle allait enfin céder sous la pression des vents. Mes grands-parents n'ont rien remarqué d'anormal à la porte le matin où je leur ai dit que j'avais peur qu'elle ne s'effondre. On n'y a plus pensé ensuite. Quelques semaines plus tard, il y a eu une énorme tempête. Alors que j'essayais de dormir, j'entendais des bruits sourds, des craquements, des grincements, des sifflements et des ploufs très forts. Naturellement, j'ai pensé que c'était simplement l'orage, et mon oncle aussi. Chaque nuit après l'orage, nous continuions d'entendre des bruits similaires tard dans la nuit. Ça nous réveillait. Nous savions que ce n'était plus l'orage, mais nous essayions de rester logiques et réalistes. C'était sans doute la vieille commode. C'était probablement la porte, car elle se délogeait de ses gonds. C'était peut-être un chat errant qui griffait notre porte, car le bois était tendre. Les chats ont des habitudes bizarres. C'était mon oncle qui essayait de me faire peur. C'était moi qui essayais de faire peur à mon oncle. Chaque soir, nous inventions de nouvelles excuses et nous nous rejetions la faute. La commode ne contenait que des couvertures, des serviettes, des rideaux et du linge de maison d'hiver. Nous n'avions donc jamais eu besoin d'y regarder. Elle était haute et comportait une séparation au milieu. La partie gauche était équipée d'étagères où ma grand-mère pliait les serviettes et la partie droite d'un portant. Elle y suspendait les rideaux et les draps. Parfois, ma grand-mère se plaignait que les couvertures étaient sales. Elle nous accusait, mon oncle et moi, de nous essuyer partout les mains pour pure paresse. Une nuit, un bruit sourd, plus fort que d'habitude, se fit entendre du côté de la commode. Je me suis réveillé en sursaut, paniqué, mais mon oncle était bien réveillé. J'ai tout de suite pensé qu'il jouait et j'ai commencé à lui crier dessus. Mon grand-père s'est réveillé et est venu voir ce qui se passait. J'ai lui dit que mon oncle m'avait réveillé pour me faire peur, mais mon oncle a nié et a dit qu'il avait été réveillé par tout le bruit dehors. Mon grand-père n'a rien entendu et nous a dit d'arrêter de jouer et de retourner dormir. Alors qu'il retournait dans sa chambre, nous avons entendu un autre grand bruit sourd, très fort. Cette fois, mon grand-père l'a également entendu. Tout le monde a paniqué car à ce moment-là, le bruit semblait provenir de l'intérieur de la commode. Il est allé dans la salle de bain, y a pris la lampe à pétrole que nous y gardions, l'a allumée et a ouvert la commode pour regarder. Nous avons vu les couvertures et les rideaux bouger légèrement et nous l'avons immédiatement aperçu. Mon grand-père a glissé rapidement la main et a déplacé le linge du côté. Il y avait une femme dans la commode, toute petite et d'une maigreur anormale. Il y avait un grand trou dans le panneau arrière en carton sur le côté droit de la commode. Il ne donnait pas directement sur l'extérieur, du moins à première vue. La porte était toujours là, mais nous avons immédiatement compris comment elle est entrée. Rien qu'en voyant la position dans laquelle elle était lorsque mon grand-père a ouvert la commode, elle était debout, les genoux légèrement fléchis face au trou. Sa main était levée derrière le trou, tendue vers l'endroit où se trouvait le cadre de la porte. On pouvait la voir entière, et je me souviens encore de ce qu'elle portait. Elle portait une longue chemise fluide couleur soleil trop petite pour elle. Un chiffon lui couvrait la tête, mais on apercevait ses cheveux noirs et rêches qui dépassaient.
Je ne me souviens plus si elle portait des chaussures, mais je pense que oui. Elle avait aussi une fine corde remplouillée autour du poignet gauche, remontant jusqu'à son coude. Elle tenait un sac plastique contenant 1 ou 2 petits objets. Quand mon grand-père a écarté les couvertures, elle a paniqué et nous avons entendu Quelque chose rebondit. C'étaient des clous et des vis, ceux qui maintenaient les planches de la porte ensemble. La planche s'est détachée et elle a commencé à la pousser avec ses mains. C'est ce grincement que nous avions entendu. Après quelques secondes d'effort, elle a finalement abaissé la planche et a commencé à se glisser par l'entrebâillement de la porte. Sa tête ne passait pas du premier coup, et mon grand-père s'est penché vers elle et a attrapé son bras. Elle l'a mordu. Elle l'a mordu si fort qu'elle a failli lui arracher la peau. Il saignait, et elle ne l'a lâché que lorsqu'il l'a lâché le premier. Elle a enfoncé sa tête dans l'ouverture, et on a bien vu à quel point cela lui faisait mal, car il y a eu un bruit de grincement distinct et elle a hurlé. Elle a trébuché sur sa jupe en arrivant de l'autre côté de la porte, mais elle s'est mise à courir. Nous avions un évier extérieur et elle est montée sur celui-ci. Elle a grimpé sur un mur qui séparait notre jardin de celui des voisins de l'autre côté de la rue. Ce mur fait de parpaing était si vieux et délabré qu'il était criblé de pourtes et de déformations. Elle s'en servait pour grimper. Pendant qu'elle grimpait, mon grand-père sortit en courant de notre chambre, passa devant sa chambre, le salon et la débarras, puis ouvrit la porte donnant sur le jardin. Nous le suivîmes et en passant, ma grand-mère se réveilla. Quand il parvint enfin à ouvrir la porte derrière, la femme avait déjà grimpé plus de la moitié du mur. Il s'empara de la machette qu'il cachait derrière une machine à laver braquée. Elle était dans la cour juste à côté de la porte. Il courut vers elle. Il tenta de lui donner un coup de pied, mais la manqua de quelques centimètres. À ce moment précis, le courant fut rétabli et tous les lampadaires se mirent à clignoter avant de s'allumer. Nous pouvions enfin la voir. Elle atteignit le haut du mur et sauta de l'autre côté. Mes grands-parents nous avaient suivis jusqu'au jardin, mais il n'a pas vu ce qui se passait réellement. Il nous a demandé ce qui se passait, puis il s'est mis à insulter et à crier à la femme. En République dominicaine, les services d'urgence ne sont pas gratuits. Nous n'avions donc pas grand-chose à faire, faute d'argent. Finalement, personne n'a été gravement blessé. Presque chaque nuit, nous examinions la porte et la commode pour essayer de comprendre comment elle parvenait à entrer. La femme avait enlevé les vis et les clous d'une planche de la porte, avait découpé un trou dans la commode et dormait là. Elle était dans notre chambre presque chaque nuit pendant quelques mois, dormant à quelques mètres de nous. Nous n'ignorons si elle est déjà sortie de la commode pour entrer dans le reste de la maison. Nous n'avons pas réussi à nous rendormir cette nuit-là. Avant que le soleil ne soit complètement levé, mon grand-père clouait la porte des 2 côtés. Il avait apporté du ciment et la recouverte de l'extérieur. Il a aussi remplacé une autre porte sur le côté de la maison qui était dans le même état que la porte de ma chambre. Nous n'avons plus jamais revu cette femme. Je suis contente que nous ne soyons pas rencontrés de plus près que nous l'avons fait. J'avais 19 ans quand je suis parti en ville pour l'université. Mes parents vivaient dans un petit village à environ 3 heures de là, et les logements étudiants étaient chers. Mon père m'a suggéré de loger chez un ancien camarade de faculté, devenu professeur de psychologie. J'ai rencontré Evan le jour de mon emménagement. Il était poli et parlait à voix basse, peut-être au début de la quarantaine. Il m'a montré ma chambre, qui était déjà meublée, et m'a dit que je pouvais utiliser la cuisine et la salle de bain librement. En revanche, il m'a demandé de ne jamais aller au sous-sol. Il a expliqué qu'il y entreposait du matériel de recherche et qu'il ne voulait pas qu'on y touche. La première semaine s'est bien passée. La voiture d'Evan était généralement absente pendant la journée et nous échangions très peu. Il laissait des petits mots sur le plan de travail de la cuisine concernant les courses ou les factures et je laissais le loyer dans une enveloppe près de la cafetière. Rapidement, j'ai commencé à remarquer des choses qui clochaient. Evan cuisinait toujours en quantité excessive. Je rentrais à la maison et il y avait plusieurs assiettes qui séchaient dans l'égouttoir. Il me disait qu'un collègue était venu déjeuner, mais je ne voyais jamais personne. Quand je faisais la lessive, il m'arrivait de trouver des vêtements dans la machine qui n'étaient ni les miens ni ceux d'Evan. Un jour, j'ai trouvé une taie d'oreiller tachée de sang séché. Quand j'ai demandé à Evan ce que c'était, il m'a répondu « Je me suis coupé la main en changeant une ampoule au sous-sol ». Il m'a montré un pansement sur sa paume. Une nuit, je me suis réveillé avec une soif intense et je suis allé à la cuisine. C'est alors que j'ai entendu des bruits sourds venant du sous-sol. Au début, j'ai cru qu'un animal errant s'y était introduit, mais les coups ont continué à un rythme régulier. Je me suis glissé jusqu'à la porte du sous-sol. Au moment où j'allais saisir la poignée, une voix a déchiré l'obscurité. Evan se tenait au bout du couloir, éclairé par la lumière provenant de sa chambre.
Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a ensuite tenté de minimiser la situation. « J'ai entendu quelque chose en bas. Ce sont sûrement de vieux tuyaux qui claquent quand le chauffage se met en marche. » Puis il a ajouté plus fermement « Le sous-sol est interdit d'accès. » J'ai commencé à répondre, mais il m'a interrompu et a répété que le sous-sol était interdit. Il a attendu que j'acquiesce, puis est retourné dans sa chambre. Je devais savoir ce qu'il y avait au sous-sol. Le lendemain, Evan avait une réunion à la faculté. Je l'ai regardé partir et j'ai attendu 10 minutes supplémentaires pour être sûr qu'il ne reviendrait pas. La porte du sous-sol était verrouillée, mais j'avais déjà subtilisé les clés le matin pendant qu'Evan prenait sa douche. J'ai ouvert la porte. L'escalier était ancien, en bois. Tout en bas, une simple ampoule à la lumière tamisée pendait du plafond. Le sous-sol était brut, avec un sol en béton et des tuyaux apparents. Dans un coin, un matelas était posé à même le sol, en grande partie recouvert d'une couverture froissée. À côté, se trouvait un support métallique auquel était suspendu un sac vide. Il y avait aussi une chaise et une petite table avec des flacons de pilules. Au mur était accrochée une photo encadrée d'Evan et d'une femme, souriant et enlacée. La couverture sur le matelas s'est mise à bouger et j'ai failli sursauter. Elle a de nouveau remué et j'ai aperçu une femme mince et pâle, les yeux mi-clos. Ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son n'en sorte. C'était la femme de la photo. À cet instant, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir à l'étage. Evan était rentré plus tôt que prévu. Il avait peut-être remarqué la disparition des clés. Je suis remonté en courant, sans réfléchir. Je l'entendais dans la cuisine. Je suis entré dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Quelques secondes plus tard, ses pas ont résonné dans le couloir. Il s'est arrêté devant ma porte et a essayé d'ouvrir la poignée, mais elle était verrouillée. Il a frappé et a murmuré mon nom, me demandant si j'étais là. Je n'ai pas répondu. Il a frappé de nouveau et a dit « Je sais que tu es là, il faut qu'on parle ». J'ai pris mon téléphone et je suis passé par la salle de bain. Nos chambres partageaient une salle de bain commune avec une porte de chaque côté. J'ai verrouillé la porte de mon côté et j'ai ouvert la fenêtre. C'était une fenêtre du premier étage donnant sur une légère pente d'herbe. Je suis sorti et j'ai couru. J'entendais Evan essayer d'enfoncer la porte de ma chambre. Sa voix devenait plus forte. « Ouvre !» J'ai continué à courir jusqu'à 2 rues de là, puis j'ai appelé le 911. J'ai tout raconté. Le répartiteur m'a dit « Restez où vous êtes, les agents arrivent ». Assise sur le trottoir, tremblante, je scrutais la rue à la recherche des voitures de police. Elles sont arrivées un quart d'heure plus tard et sont entrées dans la maison. J'attendais dehors avec un agent qui me posait des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. 20 minutes plus tard, ils ont sorti la femme sur une civière. Elle était consciente mais extrêmement faible. Les ambulanciers l'ont emmenée. Ils ont ensuite fait sortir Evan, menotté. Il m'a regardé tandis qu'il le faisait monter dans la voiture. Ses yeux étaient remplis de haine et de colère. J'ai passé la nuit chez une amie et j'ai fait ma déposition au commissariat le lendemain matin. Les policiers m'ont appris que la femme s'appelait Marissa Mercer, l'épouse d'Evan. Elle avait été déclarée morte 3 ans plus tôt. Une insuffisance cardiaque figurait sur le certificat de décès, mais aucun corps n'avait jamais été retrouvé. Evan prétendait qu'il l'avait fait incinérer. En réalité, il la retenait captive à la cave. L'enquêteur a expliqué que Marissa avait tenté de le quitter après l'avoir surpris en train de la tromper et qu'elle voulait divorcer. Mais Evan s'y est opposé. Il a simulé sa mort, puis l'a droguée et séquestrée au sous-sol. Marissa est restée hospitalisée pendant des semaines. Les drogues lui avaient causé de graves dommages, mais elle avait survécu. Elle a tout confirmé et a raconté avoir tenté de s'échapper une fois au début, mais qu'il l'avait rattrapée. Après cela, il l'a maintenue sous sédatif presque en permanence. Les coups que j'avais entendus, c'était elle. C'était l'une des rares fois où elle était suffisamment consciente pour tenter d'appeler à l'aide. Evan a été inculpé d'enlèvement, de séquestration et d'escroquerie. Des années sont passées, mais j'y repense encore parfois. J'imagine toutes les autres issues possibles et chacune d'elles me terrifie davantage. J'avais 23 ans et je venais de commencer un nouvel emploi en ville. Après mes études, j'avais peu d'argent et la plupart des appartements dans les quartiers résidentiels étaient hors de mon budget. C'est alors que j'ai trouvé cette annonce en ligne pour une chambre dans un quartier résidentiel calme en périphérie de la ville. La propriétaire recherchait exclusivement des locataires féminines et le prix était presque trop beau pour être vrai, pour une chambre meublée avec toutes les charges comprises. Un peu sceptique, j'ai contacté la propriétaire par téléphone.
Elle m'a dit s'appeler Marlène et être une neurochirurgienne à la retraite. Elle vivait seule dans une maison de 3 chambres et préférait les femmes qui pouvaient lui tenir compagnie sans la mettre mal à l'aise. Lors de l'appel vidéo, Marlène semblait plutôt sympathique, peut-être un peu trop empressée. Elle répétait combien elle était ravie d'accueillir à nouveau une jeune femme et que le silence était pesant depuis le départ de son ancienne locataire. J'ai emménagé un samedi. Marlène m'attendait dehors quand je suis arrivé et m'a immédiatement serré dans ses bras. Elle m'a serré un peu trop longtemps et m'a dit « Je suis si heureuse que tu sois enfin là ». La chambre était agréable et propre avec de la peinture fraîche. Elle avait mis des fleurs sur la commode et elle m'a dit qu'elle voulait que je me sente comme chez moi. Les premiers jours se sont bien passés. Marlène ne faisait pratiquement rien d'autre que quelques travaux d'intérêt général, donc on la voyait souvent. Au début, ça ne me dérangeait pas, mais elle est vite devenue trop familière. Elle me touchait les cheveux quand on se croisait dans le couloir et me disait que j'étais belle. Elle me demandait quels produits j'utilisais. Elle insistait pour qu'on dîne ensemble tous les soirs, disant qu'elle se sentait seule en mangeant et qu'elle adorait avoir de la compagnie. J'ai essayé d'être poli et j'ai dit oui quelquefois, mais c'est vite devenu une habitude. Elle complimentait tout ce que je portais et me fixait sans cesse. Souvent, je levais les yeux de mon ordinateur portable et je la surprenais à me regarder. Elle souriait comme si elle ne s'en rendait pas compte. La nuit, c'était pire. J'étais dans ma chambre, porte fermée, et je levais les yeux pour la voir debout dans l'encadrement, un sourire narquois aux lèvres. J'ai commencé à verrouiller ma porte la nuit, mais ce sentiment persistait. Un soir, j'ai décidé de faire un test. J'ai fait semblant de dormir et j'ai laissé ma porte entr'ouverte pour voir si elle passerait. Vers minuit, j'ai entendu des pas dans le couloir. À travers mes paupières mi-closes, j'aperçus sa silhouette dans l'embrasure de la porte. Elle resta là une quinzaine de minutes avant de s'approcher. Elle s'accroupit près de mon lit. J'entendais sa respiration et sentais son parfum. Elle murmura « Tu es encore plus belle de près. J'ai hâte de tout sentir. » J'avais la chair de poule, mais je gardais les yeux fermés et une respiration régulière. J'ai fait semblant de dormir encore. Finalement, elle est partie, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dès le lendemain matin, j'ai commandé une minuscule caméra cachée, du genre de celle qu'on trouve dans les chargeurs de téléphone, et je l'ai installée dans ma chambre, orientée vers le couloir. Le plan était simple, je suivrais discrètement les déplacements de Marlène jusqu'à la fin de la journée, le temps de trouver un autre logement. Ce soir-là, j'ai verrouillé ma porte et je me suis couché avec mon téléphone à côté de moi et l'application appareil photo ouverte. À 2h14 du matin, mon téléphone a vibré, une alerte de mouvement s'était déclenchée. J'ai ouvert l'application et j'ai vu Marlène ramper à 4 pattes dans le couloir devant ma porte. Ma porte était verrouillée, mais j'ai assisté horrifié à la scène. Elle collait son visage à l'entrebâillement, essayant d'apercevoir l'intérieur. Elle se leva et essaya la poignée. Comme elle ne s'ouvrait pas, elle resta un instant immobile, fixant l'objectif, puis fit un signe de la main. Ensuite, elle fit demi-tour et retourna rampant dans le couloir. J'étais incapable de respirer ou de me bouger. Je fixais l'écran de mon téléphone, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. C'était Marlène, et elle tenait un bouquet. Elle a dit « Il faut qu'on parle, je sens bien que tu prends des distances. Je ne veux pas perdre une autre fille, comme la dernière fois. » Je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai dit à travers l'entrebâillement que je me préparais pour le travail. Elle est restée là un long moment avant de finalement déposer les fleurs devant ma porte et de s'en aller. J'ai appelé mon employeur pour dire que j'étais malade et j'ai immédiatement commencé à faire mes valises. Je n'avais ni logement ni plan précis. Je savais juste que je devais partir. Quand Marlène est rentrée de son rendez-vous de l'après-midi, j'étais déjà en train de charger le dernier carton dans ma voiture. Elle est sortie et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que je devais rentrer immédiatement. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit « Tu ne peux pas partir, on était si heureuses ensemble. Tu es comme la précédente, je ne peux pas revivre ça. » Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portières. Elle est restée dans l'allée à me regarder partir, toujours en sanglots. J'ai logé chez une amie pendant 2 semaines avant de trouver un autre appartement et je ne suis jamais retourné chercher ma caution. Je voulais juste être loin d'elle. C'était il y a 8 mois. J'y pense encore parfois. Je me demande ce qui est arrivé à la dernière locataire.
Est-ce qu'elle est partie aussi, ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? J'ai porté plainte à la police et je leur ai montré les images de la caméra. Ils ont dit que c'était inquiétant, mais pas légal au sens strict. Ils m'ont expliqué « Tant qu'elle ne vous a pas fait de mal ou menacé directement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Vous pouvez demander une ordonnance restrictive si vous vous sentez en danger. » Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste oublier tout ça. Mais parfois, quand je marche en ville, j'ai l'impression de la voir de l'autre côté de la rue, à me fixer, ou dans le supermarché, 2 rayons plus loin, à m'observer. Je me dis que je suis paranoïaque et qu'elle ne me suivrait pas. Mais je n'arrive pas à me défaire de cette impression qu'elle me regarde encore. Je travaillais autrefois dans un magasin de vêtements très populaire il y a plusieurs années. J'y ai travaillé pendant environ 2 ans et j'aimais vraiment ça. La plupart du temps, nous n'étions pas très occupés. Le magasin était assez grand et très étendu. Les week-ends attiraient souvent beaucoup de monde, mais nous pouvions gérer l'affluence. Le Black Friday était cependant de loin la journée la plus chargée de l'année. La plupart des employés étaient programmés pour travailler ce jour-là chaque année. Je ne faisais pas exception et je me souviens très bien du premier Black Friday auquel j'ai participé. Nous avons ouvert tôt, vers 6 heures du matin, et dès le début, il y avait énormément de clients dans le magasin. Nous n'avions pas beaucoup de caisses au départ, mais elles étaient toutes ouvertes. Malgré cela, il y avait une longue file de personnes qui attendaient de passer en caisse presque en permanence. Normalement, je n'étais pas caissière, je travaillais plutôt dans les rayons. Mais ce jour-là, on avait besoin de moi aux caisses, alors j'ai travaillé comme caissière. Cela a duré probablement les 4 ou 5 premières heures de mon service. Puis enfin, on m'a retiré des caisses et on m'a affecté au rangement dans le magasin. J'aidais les clients, je veillais à garder certaines zones propres et bien organisées, ce genre de choses. Je me souviens que j'étais plutôt au fond du magasin, près du rayon des manteaux d'hiver, des bonnets et des gants. Cette zone était probablement la plus calme du magasin et il n'y avait pas beaucoup de clients là-bas. Pendant que j'étais dans ce rayon, j'ai vu un homme qui faisait ses achats dans cette section. J'ai levé les yeux juste au moment où il mettait une cagoule noire sur sa tête. Au début, je pensais qu'il était simplement en train de l'essayer et que c'était une cagoule que nous vendions. Mais ensuite, je l'ai vu arracher l'étiquette et il n'a pas retiré la cagoule. J'ai trouvé ça étrange, mais je ne voulais pas aller vers lui pour lui demander ce qu'il faisait. J'étais occupé à plier des vêtements sur une table d'exposition qui avait été mise en désordre. De plus, cet homme n'était pas vraiment proche de moi. Peu de temps après, quand j'ai relevé la tête, il avait disparu. Je n'y ai pas trop pensé, car le Black Friday peut être complètement chaotique. Je l'ai rapidement oublié. Quelques minutes plus tard, c'était l'heure de ma pause. Je me suis donc dirigé vers la salle de repos qui se trouvait justement au fond du magasin. Après l'un des comptoirs du service client, il y avait plusieurs couloirs et des pièces réservées au personnel. La salle de repos en faisait partie. Quand je suis entré, il y avait déjà quelques autres employés, peut-être 2 ou 3. D'habitude, quand j'étais en pause, il n'y avait personne, ou tout au plus une autre personne en même temps que moi. Je ne connaissais pas très bien les employés présents à ce moment-là, alors je me suis assise seule à une table vers l'avant de la pièce. L'endroit était assez silencieux, personne ne parlait. Il y avait seulement quelques tables et chaises, un réfrigérateur et une télévision. Moins de 5 minutes après le début de ma pause, quelqu'un est soudainement entré dans la salle de repos. C'était le même homme que j'avais vu plus tôt. Je l'ai immédiatement reconnu parce qu'il portait toujours la cagoule. Après être entré, il a crié « Quelqu'un m'emmène au coffre-fort, maintenant !» Tout le monde a levé la tête, mais personne n'a répondu. Je pensais que c'était une blague, mais en même temps, j'étais vraiment mal à l'aise. Après environ 10 secondes de silence, l'homme a répété sa demande. Quelqu'un derrière moi a dit « On ne sait pas où est le coffre ». L'homme a alors exigé un manager. Après un court silence, la même personne a répondu « Il n'y a aucun manager dans la salle de repos ». L'homme s'est alors approché, et malheureusement, j'étais la personne la plus proche de lui. Il m'a attrapé le bras et m'a forcé à me lever. Il m'a dit que j'allais l'emmener jusqu'au coffre-fort. J'ai essayé de me dégager, mais il avait une poigne très forte. Quand j'ai résisté, il a affirmé qu'il avait des armes sur lui. Je n'ai rien vu, mais je ne pouvais pas en être sûr. Il était beaucoup plus grand et plus fort que moi, qui mesure à peine 1,50 m. Il m'a pratiquement traîné dehors de la pièce et dans un autre couloir. Il y avait plusieurs couloirs dans cette zone, puisqu'il s'agissait de l'arrière du magasin. Il n'y avait personne à proximité. L'homme m'a alors de nouveau ordonné de me dire où se trouvait le coffre-fort, affirmant qu'il savait que nous en avions un. Pour être totalement honnête, je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvait ce coffre. Je ne savais même pas avec certitude s'il y en avait réellement un dans le magasin. J'imagine que oui, mais je ne m'étais jamais intéressé à ce genre de détails. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il s'est mis à crier, affirmant que je mentais.
Il semblait persuadé que j'étais une manager, sans que je comprenne pourquoi. J'étais terrorisé. À cet instant, j'aurais presque préféré savoir où se trouvait le coffre, juste pour pouvoir lui dire et qu'il nous laisse tranquilles. Nous avons parcouru plusieurs couloirs, sans succès. Il continuait de chercher et de me demander où c'était, mais j'en savais autant que lui. Je lui ai suggéré que c'était peut-être à l'avant du magasin. Cela l'a mis en colère. « Tu essaies juste de me faire sortir d'ici », l'a-t-il lancé. Je lui ai répondu que ce n'était pas un piège, mais il semblait de plus en plus paniqué. Il paraissait vraiment convaincu que quelqu'un dans l'arrière du magasin finirait par le conduire au coffre-fort. Je ne sais pas d'où il tenait ces informations. Nous avons commencé à ouvrir au hasard des portes dans les pièces de service. Aucune ne menait à un coffre-fort. Après ce qui m'a paru comme une éternité à errer avec lui dans l'arrière du magasin, il s'est dirigé vers une sortie. Puis, soudainement, il m'a lâché, a couru vers la porte et l'a ouverte. Ce n'était pas une sortie souvent utilisée. Elle donnait sur une sorte de ruelle à l'arrière. Après qu'il soit parti et que la porte se soit refermée, j'ai ressenti un immense relâchement. J'ai couru jusqu'à la salle de repos et j'ai dit à tout le monde d'appeler la police, mais il l'avait déjà fait. Plusieurs personnes sont venues me voir pour me demander si j'allais bien. J'ai été surpris de voir à quelle vitesse la nouvelle s'était répandue. En quelques minutes, le magasin a pratiquement été fermé. Il y avait des policiers partout et j'ai dû répondre à beaucoup de questions. L'homme a finalement été retrouvé plus tard dans la journée. On m'a autorisé à rentrer chez moi plus tôt et le magasin n'est resté fermé qu'1 heure avant de rouvrir. C'était de très loin mon expérience de Black Friday la plus folle. J'étais en 2e année quand on m'a attribué un nouveau colocataire. Le précédent avait changé d'université et je me suis retrouvé seul dans l'appartement pendant environ 3 semaines avant que le service du logement ne me trouve quelqu'un avec qui partager le loyer. Il s'appelait Adrian et il avait 1 an de plus que moi. Il étudiait la philosophie et les sciences religieuses. Lors de notre rencontre, il s'est montré assez poli. La première semaine s'est déroulée normalement. On se voyait à peine. Il partait quand je me réveillais et rentrait tard quand j'étais déjà couché. À partir de la 3e semaine, Adrian a commencé à se comporter de manière étrange. Il frappait à ma porte et me demandait de petites choses comme un stylo ou un chargeur de téléphone, puis il restait là à débiter des inepties. Il me posait des questions sur mon identité, sur qui j'étais vraiment au fond de moi, sur la renaissance et la transformation. Si je croyais que l'on pouvait devenir quelqu'un de complètement différent. Je donnais des réponses vagues et j'essayais de détourner la conversation, mais il insistait, les yeux rivés sur les miens. Après 1 mois de cohabitation, j'ai commencé à entendre des chants provenant de sa chambre vers 2 ou 3 heures du matin. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de prières ou d'une pratique religieuse, mais le ton était trop fort et trop intense. Un après-midi, je suis rentré de cours plus tôt que prévu. L'appartement était censé être vide. Sa voiture n'était pas là, mais j'ai entendu un rire enfantin venant de sa chambre. Je me suis approché de sa porte, entr'ouverte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Adrian était assis à son bureau. Une petite souris était posée devant lui. Il tenait un petit couteau de précision et l'ouvrait lentement, riant comme si cela l'amusait vraiment. J'ai reculé avant qu'il ne me voie et je suis allé dans ma chambre fermer la porte à clé. Je ne suis pas sorti dîner. J'étais réellement terrifié. Cette nuit-là, les chants ont recommencé, mais cette fois plus fort, et je sentais l'odeur de la sauge et de l'encens s'infiltrer sous ma porte. J'ai collé mon oreille contre le mur. Les mots étaient plus clairs. Je ne comprenais pas la langue, mais le rythme était indubitable. Il accomplissait une sorte de rituel. Le lendemain matin, Adrian était dans la cuisine en train de préparer du café quand je suis sorti. Il m'a souri et m'a demandé « Tu as bien dormi ?» J'ai répondu que oui, sans mentionner ce que j'avais entendu. Il s'est servi une tasse et s'est assis à la table. Il a commencé à parler de pouvoir et du fait que la plupart des gens faisaient le mal. Selon lui, ils avaient peur de la vérité, car la vérité exigeait des sacrifices. Puis il a déclaré « Satan est plus puissant que Dieu ». Il a ajouté « La plupart des gens ne comprennent pas ça, mais moi, je sais. Tu devrais essayer de comprendre aussi. Je peux t'aider. » Je l'ai regardé fixement et lui ai demandé s'il était sérieux. Il a hoché la tête. Je lui ai demandé sans détour « Tu fais partie d'une secte ?» Adrian a simplement souri. Son regard s'est perdu dans le vide comme s'il me traversait. Il s'est levé, a posé sa tasse dans l'évier et est retourné dans sa chambre sans ajouter un mot. J'ai passé la journée entière à me demander quoi faire. J'ai songé à appeler le service du logement, à faire mes paquets et à partir. Mais je me répétais que j'exagérais, qu'il était simplement bizarre et excentrique.
Il y avait toutes sortes de gens dans cette faculté. J'aurais dû écouter mon intuition. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers 3 heures du matin et j'ai découvert que ma chambre était remplie de dizaines de bougies projetant des ombres vacillantes sur les murs. Sur le sol, dessiné à la peinture rouge, était un pentagramme. Adrian était assis en son centre, les jambes croisées, les yeux révulsés, ne laissant apparaître que le blanc. Il psalmodait les mêmes mots que j'avais entendus à travers le mur, mais plus fort et avec plus d'intensité. Il semblait en transe, son corps oscillait légèrement, ses mains étaient levées, paumes vers le haut. J'étais paralysé, incapable de respirer. Je le fixais, assis là, sur mon sol, en train de se livrer à un rituel satanique pendant que je dormais. Sa tête était tournée vers moi, les yeux révulsés, comme s'il sentait que j'étais éveillé, même s'il ne pouvait pas me voir. Cette pensée m'a tiré de ma torpeur. J'ai accroché mon téléphone et je suis sorti de l'appartement en trombe. Je me suis arrêté dans le couloir et j'ai appelé la sécurité du campus. Je leur ai tout raconté. Ils sont arrivés en moins de 10 minutes. 2 agents sont entrés dans l'appartement pendant que j'attendais dehors. J'entendais des voix. La voix d'Adrian était calme mais confuse. Il demandait ce qui se passait. Les agents lui ont ordonné de sortir. Lorsqu'ils l'ont fait sortir, il ressemblait à un homme ordinaire, en survêtement, complètement désemparé. Les agents sont retournés dans l'appartement et ont été choqués de voir les pentagrammes et les bougies. Ils m'ont demandé si je souhaitais porter plainte. J'ai répondu que oui et que je voulais qu'Adrian soit immédiatement relogé ailleurs. Le service du logement l'a déplacé le soir même vers un hébergement temporaire, le temps de l'enquête. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel du service des affaires étudiantes. On m'informait qu'Adrian avait été renvoyé chez lui et que l'établissement avait contacté ses parents. On lui a conseillé de faire un examen médical avant tout éventuel retour sur le campus. Il n'est jamais revenu et n'a jamais terminé ses études. Mois plus tard, en consultant l'annuaire des étudiants, j'ai constaté que son nom avait disparu. J'ai déménagé dans un autre logement, un studio. C'était il y a 2 ans. J'ai obtenu mon diplôme le printemps dernier et je vis maintenant seul en travaillant dans la ville. Mais il m'arrive encore de me réveiller et pendant une fraction de seconde, j'attends de voir des bougies et Adrian assis par terre, les yeux révulsés, psalmodant dans cette langue que je ne comprenais pas. Ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il ait pu installer toutes ces bougies et peindre le symbole satanique sans faire le moindre bruit. J'ai le sommeil léger. Je ne dormais pas profondément. Je n'étais pas ivre ou drogué. Alors pourquoi n'ai-je rien entendu pendant qu'il préparait ce rituel dans ma chambre ? Il y a 4 ans, j'ai quitté le domicile familial et me suis retrouvé plongé dans un véritable cauchemar. Au début, tout était parfait. J'avais pris une année sabbatique et j'étais prête à reprendre ma vie en main. Je me suis inscrite dans une école en ligne et j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un supermarché. Mon père m'a alors aidé à louer un petit appartement d'1 chambre en se portant garant pour le bail. Et voilà, je vivais seul. Je trouvais que c'était un bon début, même si je me sentais un peu perdu. Du jour au lendemain, j'avais beaucoup plus de voisins qu'avant, mais je ne me sentais pas comme l'une d'entre eux. J'étais trop jeune, trop privilégié, je ne connaissais personne, et bon sang, je n'avais même jamais rencontré mon propriétaire. Le bail était passé par une agence et mon père s'était occupé de toutes les démarches. Pendant des semaines, je ne sortais que pour les besoins essentiels. Je me sentais comme une recluse, assise près des fenêtres avec mon chat, observant mes voisins à travers leurs persiennes, rêvant de savoir comment engager la conversation. Je n'y suis jamais parvenu, mais j'ai remarqué une personne qui semblait toujours être là, quelle que soit l'heure. C'était un homme blanc d'un certain âge, probablement dans la 50aine. Il conduisait un SUV beige du milieu des années 2000. Il habitait manifestement là, sans doute dans l'immeuble d'en face. Il n'avait pas l'air de travailler, ni de faire grand-chose, mais j'ai essayé de ne pas le juger. Au bout d'1 mois environ, mon opinion a changé. Je le voyais souvent sur le parking devant mon travail. C'était une épicerie à proximité, il aurait donc très bien pu y faire ses courses. Mais mon emploi du temps était très régulier. Je travaillais 8 heures par jour, 3 jours de suite chaque semaine. Cet homme était toujours devant le magasin à ma sortie, systématiquement. Je n'arrêtais pas de me demander qui faisait ses courses 3 jours de suite et pourquoi toujours à 15 heures. Pire encore, ce qui me faisait redouter de voir sa voiture, c'était de réaliser que je ne le voyais jamais dans le magasin. Il était toujours assis dans sa voiture, à fumer des cigarettes, les fenêtres entr'ouvertes. Quand je regardais par la fenêtre chez moi, je le voyais. Quand je regardais par la porte au travail, je le voyais là aussi.
Je devais me faire des idées. J'étais juste paranoïaque parce que je m'étais isolé. Pour me remettre sur pied, j'ai commencé à aller étudier dans des cafés au hasard au lieu de rester exclusivement chez moi. Cette solution aurait peut-être fonctionné si l'homme au SUV beige n'avait pas commencé à fréquenter ces parkings. Je ne le voyais jamais me suivre, ni à l'aller ni à l'arrivée. Mais à chaque fois que je partais, je voyais ce SUV. Il ne se garait jamais juste à côté de ma voiture, même s'il se garait toujours en marche arrière et pointait vaguement vers elle. Cet homme était généralement dans son SUV, à fumer, les fenêtres entr'ouvertes, comme il le faisait à mon travail. Mais il ne me regardait jamais dans les yeux, même pas par inadvertance. J'avais l'impression que c'était fait exprès. Les voisins qui se croisent sans cesse finissent par échanger un regard, même fugace, c'est humain. Lui, non. Ne sachant plus quoi faire, j'ai commencé à prendre des photos de sa voiture à chaque fois que je la voyais. Mais là aussi, j'ai rencontré des problèmes. Mon téléphone ne zoomait pas bien, et comme il se garait toujours en marche arrière, je n'arrivais pas à photographier sa plaque d'immatriculation. Son pare-brise crasseux et l'habitacle enfumé rendaient inutilisables les photos que j'ai pu prendre de son visage. Malgré tout, j'ai rapidement constitué un album de preuves. Je l'ai montré à mon père, et il s'est inquiété, mais pas comme je l'aurais souhaité. Il pensait que j'étais trop paranoïaque, que je me persuadais que quelqu'un me suivait alors que c'était simplement mon voisin qui fréquentait les mêmes endroits. Je n'ai pas réussi à le convaincre que le problème était plus profond, mais il m'a dit que si j'étais vraiment inquiète, je devais appeler la police et porter plainte. Les policiers, eux, ont été beaucoup plus directs et m'ont traité d'hystérique. Ça a été un coup dur pour mon moral. J'ai failli les croire. Puis un jour, une vieille amie m'a contacté. Elle avait déménagé au bord de la mer, à environ 40 minutes de route, et avait adopté une chatte errante qui s'avérait être en gestation. Elle demandait à tous ses proches d'adopter un chaton. Et j'étais justement dans un état d'esprit où je n'ai pas pu résister. Ce voyage improvisé était déjà assez pénible, mais l'idée d'avoir un nouveau chaton pour me changer les idées était exactement ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas hésité. Ce soir-là, je suis allé à la plage en voiture. Chez elle, j'étais si absorbé par le nouveau chaton que j'avais oublié ce qui se passait à la maison. Mais en chargeant la cage de transport dans ma voiture, je l'ai remarqué. C'est moi qui l'ai senti le premier. L'odeur nauséabonde de la fumée qui émanait des alentours, le SUV beige et le vieux pervers dans la voiture. Il m'avait suivi jusqu'à la plage. Sur le coup, j'ai choisi de l'ignorer, sachant que mon amie me prendrait sans doute pour une folle elle aussi. Mais intérieurement, j'étais en proie à la panique. Une fois rentré chez moi, la situation n'a fait qu'empirer. J'essayais de ne pas y penser. Il fallait absolument que mes chats se rencontrent, puis je verrais ce que je pouvais faire avec lui. Finalement, il a déménagé le premier. 1 heure après mon arrivée chez moi, quelqu'un a frappé à la porte. Je suis resté figé, terrifié, immobile pendant au moins 1 minute. On n'a pas frappé de nouveau. Espérant qu'il soit parti, je me suis approché discrètement pour jeter un coup d'œil dehors, mais c'était inutile. Qui que ce soit, il avait glissé un mot sous la porte et était parti. Dès que j'ai ramassé l'enveloppe, j'ai de nouveau senti cette odeur de cigarette. Le papier était imprégné de fumée. Ça venait forcément de l'homme dans le SUV beige. L'odeur était la même que j'avais fini par reconnaître comme étant la sienne. Malheureusement, c'était loin d'être le pire. Le message était manuscrit. Il était écrit « Un animal par logement. Supprimez-le ». Il savait que j'avais adopté un 2e chaton. Ensuite, j'ai regardé sa signature. Sous son nom, il avait écrit « Votre propriétaire ». Non. S'il était à la fois mon voisin et mon propriétaire, cela signifiait qu'il avait un double des clés de la porte. Pendant tout ce temps, Il aurait pu rentrer chez moi quand il le voulait. je n'arrivais pas à y croire. J'ai dû consulter la copie numérique de mon bail pour le vérifier, et effectivement, le nom et la signature correspondaient. Je payais un loyer à cet homme pour qu'il puisse payer ses factures alors qu'il m'harcelait sans cesse. Face à ces révélations, je ne pouvais rien faire. J'ai dû lui rendre le chaton, car j'avais peur de sa réaction si je lui désobéissais ou si je rompais mon bail. Pour déménager. Il n'avait encore rien fait, mais cela signifiait simplement que je n'avais aucun moyen de pression contre lui. Et bien sûr, il pouvait changer cela à tout moment. Cela peut paraître fou, mais j'ai vécu ainsi pendant 9 mois jusqu'à la fin de mon bail. Je fouillais l'appartement chaque fois que j'y entrais pour voir s'il m'attendait. Et je bloquais la porte d'entrée avec des chaises et des tapis pour l'empêcher d'entrer quand j'étais là. J'avais peur qu'il me suive dans mon prochain logement, mais pour une raison ou une autre, il ne l'a pas fait. Je n'ai compris pourquoi que récemment. Cela fait 3 ans que j'ai déménagé. Je continue de regarder par-dessus mon épaule dès que je sens une odeur de fumée à cause de lui. Mais sinon, J'ai oublié. Par hasard, je me trouvais près de mon ancien immeuble.
Sur un coup de tête, j'ai décidé de faire un tour en voiture devant chez moi. Elle était là, et à juger par les autocollants sur la voiture garée devant elle, occupée par une autre jeune femme. Et puis il était là, de l'autre côté de la rue, à me regarder passivement. Sauf que cette fois, il a fini par me regarder droit dans les yeux, et au moment où je passais en voiture, nos regards se sont croisés, et je sais pertinemment qu'il m'a reconnu. Maintenant je comprends, je n'étais pas spécial. J'étais juste sa locataire, une obsession passagère. Il voulait que je sache qu'il serait toujours là, qu'il pourrait toujours faire quelque chose. Les gens comme lui finissent par passer à l'acte. Mais j'ai réussi à m'enfuir à temps. J'espère seulement que la pauvre grenouille qui vit là-bas se rend compte du danger qu'elle court. Le pire endroit où j'ai jamais vécu, c'était à Tallahassee, en Floride. J'y avais déménagé pour être près de ma copine, qui étudiait à l'Université d'État de Floride, FSU, et ça s'est avéré être la décision la plus stupide de ma vie. J'ai galéré pour trouver un appartement abordable et je me suis retrouvé en périphérie à louer une maison de ville de 2 chambres infestée de cafards dans l'espoir de trouver un colocataire avec qui partager le loyer. Évidemment, ça ne s'est jamais produit. La liste des défauts de cet appartement est longue, mais il y avait un endroit que j'évitais complètement, la véranda. Je pensais que ce serait un endroit sympa pour se détendre, mais dès ma première tentative, j'ai réalisé que l'endroit était infesté d'araignées. Hors de question. À côté de la véranda, au fond du rez-de-chaussée, se trouvait également la minuscule cuisine et la buanderie. Pour une raison que j'ignore, la buanderie était séparée de la cuisine par une porte et possédait aussi une porte donnant sur la terrasse arrière. J'avais donc 2 accès différents à un espace où je ne voulais absolument pas mettre les pieds. Génial! Par ailleurs, la machine à laver et le sèche-linge ne fonctionnaient pas et le propriétaire refusait de les réparer. Du coup, je lavais tout mon linge à la laverie automatique du coin et j'utilisais la buanderie comme garde-manger supplémentaire. Comme si cela ne suffisait pas, le quartier abritait une véritable colonie d'animaux nuisibles. Il y avait toujours quelque chose qui fouillait les poubelles et grattait les murs extérieurs à la recherche d'un abri. Les bruits étaient plus fréquents après la tombée de la nuit et il semblait que les insectes préféraient l'arrière du bâtiment. Un jour, j'ai osé aller sur la véranda pour voir si quelque chose y avait fait son nid. Le bâtiment était construit en pente. Si la porte d'entrée était au niveau du sol, la véranda, elle, se trouvait à environ 1 mètre au-dessus du sol. Le vide sanitaire semblait s'étendre sous le bâtiment, mais j'ignorais jusqu'où il allait. En regardant les 2 autres appartements mitoyens, j'ai constaté que le dessous de leur porche était condamné par des planches de contreplaqué. C'était affreux, mais ça devait être efficace, car mon vide sanitaire était grand ouvert et il y avait certainement quelque chose qui y vivait. Il y avait une zone de terre meuble près des marches, là où l'herbe avait été ravagée par les allées et venues incessantes d'un animal rampant. Je n'avais cependant aucune envie de mener une enquête approfondie. J'ai simplement suivi l'exemple de mon voisin et j'ai décidé de condamner l'accès. Cet après-midi-là, je suis allé au magasin, j'ai acheté des panneaux de treillis, puis j'ai pris un marteau et des clous et j'ai bouché toutes les entrées du vide sanitaire par la véranda. Ça n'empêcherait pas les rats ni les souris d'entrer, mais c'était beaucoup plus esthétique que du contreplaqué et ça repousserait les plus grosses bestioles que je soupçonnais d'être à l'origine du problème. Cependant, le lendemain matin, j'ai découvert que les animaux étaient à la fois plus gros et plus intelligents que je ne l'avais imaginé. J'avais entendu les grattements et les bruits habituels toute la nuit, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai découvert en sortant. Quelque chose avait arraché un panneau de treillis de la véranda, puis l'avait réduit en miettes. Et ce n'était pas tout. Après avoir ramassé les morceaux, j'ai remarqué des dégâts sur la porte arrière secondaire donnant sur la buanderie. Sa partie inférieure était couverte de rayures. Je n'arrivais pas à déterminer la cause, mais ça semblait être lié. Quelle que soit la créature qui vivait sous mon porche, elle avait tenté de s'introduire dans mon appartement. Du coup, j'ai décidé de baisser les bras et de la laisser s'installer. De toute façon, j'avais d'autres soucis. Je n'arrivais toujours pas à trouver un colocataire, alors je perdais un temps fou dans ce taudis. Et pour couronner le tout, ma copine et moi étions au bord de la rupture. Si je supportais de vivre là-bas, c'était uniquement pour être avec elle. Mais on ne passait presque plus de temps ensemble. J'avais l'impression que la saleté et la misère de mon appartement finissaient par me contaminer. C'est à cette époque, avec tout ce qui se passait, que j'ai commencé à boire, beaucoup. Je n'avais pas les moyens de sortir la plupart des soirs, alors j'achetais des bouteilles de vodka bas de gamme et je buvais jusqu'à m'endormir tous les soirs après le travail. À un moment donné, c'est devenu si grave que je perdais connaissance à la moitié de la bouteille, puis je me réveillais par terre, la bouteille complètement vide et mon appartement sans dessus-dessous. Régulièrement, je trouvais des détritus et des morceaux de verre partout, des cafards grouillés dans les vêtements que j'avais laissés traîner par terre après m'être déshabillé sur un coup de tête complètement ivre.
et la porte extérieure de la buanderie était déverrouillée. J'avais toujours trop la gueule de bois pour me soucier de ce qui se passait. J'ai fait de mon mieux pour tout remettre en ordre, ranger et refermer la porte à clé. Je suppose que comme j'évitais toujours la terrasse arrière à jeun, mon moi ivre s'y installait systématiquement. Voilà à quoi ressemblait ma vie pendant les mois qui ont précédé l'hiver. Personne ne voulait traîner avec L'ivrogne que j'étais devenu. et ma copine m'a largué, même si je ne m'en souviens pas. Je sais seulement que c'est arrivé à un moment donné. Un jour, j'étais ruiné à force de boire. Je n'avais ni argent ni alcool et je passais donc une nuit sans boire malgré moi. Confronté à la dure réalité de ma vie, j'étais paralysé. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond pendant des heures. Vers 3 heures du matin, j'ai compris qu'il était inutile d'essayer de dormir davantage et affamé, je suis descendu à la cuisine. Il n'y avait rien dans le réfrigérateur. Le dernier endroit où je pouvais regarder était la buanderie, où j'avais entreposé quelques aliments non périssables. Quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière, j'ai vu une personne endormie sur la machine à laver et le sèche-linge. C'était une sans-abri. Elle utilisait des oreillers et des couvertures que m'appartenaient et que j'avais perdus depuis longtemps. J'étais complètement sous le choc, mais la situation s'est empirée. Sous la lumière crue, la femme s'est réveillée. Elle s'est tortillée sous les couvertures, s'est tournée et m'a regardé. Avec un air légèrement confus, mais d'une voix entièrement calme, elle a dit « Oh, salut, tu es réveillé !» Je lui ai claqué la porte au nez. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Pourquoi me parlait-elle comme si on se connaissait? Et pourquoi un diable dormait-elle dans ma buanderie? Complètement paniqué, j'ai attrapé mon téléphone et mes clés et je me suis enfermé dans ma voiture. Ensuite, j'ai appelé la police. Il était tard et ils se fichaient visiblement du voisinage. Du coup, ils ont mis une éternité à arriver. La femme était déjà partie. J'ai demandé au policier de regarder sous le porche, mais il s'est contenté d'éclairer sa maison avec la lampe de torche sans rien trouver, me disant qu'il n'irait pas non plus. Il ne me restait qu'une seule option, partir, quitter la ville, résilier mon bail et rentrer chez mes parents la queue entre les jambes. Je n'étais pas préparé à ça. La façon dont elle m'a parlé m'a permis de faire le lien avec beaucoup de détails concernant les horreurs auxquelles je me réveillais sans cesse après avoir perdu connaissance. Je crois l'avoir déjà croisée, mais elle était tellement agressive que je ne l'avais pas chassée. J'étais tellement seul et ivre-mort que je crois bien avoir passé du temps avec elle. Je n'ai aucune idée de la nature exacte de nos interactions, mais j'espère qu'elle rôdait juste lorsqu'elle savait que j'étais complètement saoul, juste pour se mettre à l'abri du froid. J'espère que oui. Tu sais, ça fait 2 ans maintenant, même si j'y repense souvent. J'étais au plus bas. Mon insouciance aurait pu me coûter très cher. J'ai dû me battre pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais je me demande toujours ce que je serais devenu si j'étais resté là-bas. La police ne m'aurait pas aidé. Mes amis et ma copine avaient parfaitement le droit de me laisser tomber. Pendant tout ce temps, je cherchais un colocataire. J'étais trop ivre pour me rendre compte que j'en avais déjà un. Elle devait vivre sous mon porche depuis le début. Et c'est par mon intermédiaire qu'elle a trouvé un moyen d'entrer. Si j'étais resté plus longtemps, je crois que je serais devenu comme elle. J'aime travailler seul, mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un à mes côtés. Je suis inspectrice de maison pour une entreprise spécialisée dans l'acquisition et l'évaluation de terrain dans les zones rurales en déclin de mon état. Un titre de poste passionnant, n'est-ce pas? En gros, quand les personnes âgées qui vivent à la campagne décèdent, leurs enfants, qui ont déménagé plus près de la ville depuis des décennies, décident généralement de vendre la propriété de leurs parents. Comme personne d'autre ne souhaite y vivre, les terrains sont presque toujours rachetés par des entreprises. Et c'est là, pour le meilleur ou pour le pire, que des entrepreneurs comme moi interviennent. Il faut que quelqu'un aille sur place couper l'eau et l'électricité, tester l'aération du sol et inspecter la maison pour voir si elle vaut la peine d'être rénovée ou s'il est plus économique de convertir le terrain en terres agricoles. Cependant, certains de ces endroits recèlent des mystères qui me font penser qu'il vaudrait peut-être mieux que personne n'y habite plus. Un jour, j'ai été envoyé pour ce que je pensais être une inspection de maison classique. Les techniciens, eau, électricité, sol et topographie, étaient déjà passés. Il ne restait plus qu'à vérifier l'état de la maison. Après 1 heure de route, je suis arrivé à la maison isolée vers midi. C'était une configuration typique, une vieille caravane double, agrémentée au fil des années d'extensions et d'aménagements divers tentant d'enjoliver son aspect abordable et populaire. D'après mon supérieur, 3 mois auparavant, le mari était décédé d'un AVC, puis la femme de chagrin peu après. La famille n'était venue qu'1 ou 2 fois récupérer les objets de famille, laissant le reste à la charge de l'acheteur, sans doute trop douloureux à trier. Avec un soupir, je chassai mes pensées concernant ces inconnus d'en deuil et descendis du camion pour me mettre au travail. En remontant l'allée, je remarquai un petit champ clôturé avec un hangar délabré, quelque chose que j'irai examiner plus tard. Comme toujours, je fis d'abord le tour de la maison avant d'y entrer.
Il y avait quelques dégâts, mais la maison était en bon état compte tenu de son âge. La seule chose qui m'a paru étrange, c'est que les fleurs autour de la maison semblaient impeccables et en pleine santé, pas comme si elles avaient poussé à l'état sauvage pendant 3 mois. Mais au fond, ça n'avait pas vraiment d'importance. Après avoir vérifié tous les boîtiers extérieurs, je suis monté sur le perron et j'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée. Elle était censée être déverrouillée par l'entrepreneur précédent, mais elle était bloquée. Heureusement, j'avais une clé. Sinon, j'aurais fait tout ce chemin pour rien. Mais au fond, c'était peut-être mieux ainsi. En entrant, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. J'avais vu des tas de scènes similaires au cours de mes années d'inspection de maisons abandonnées, mais celle-ci les surpassait toutes. En entrant dans le salon, j'ai aperçu un vieux fauteuil raclinable usé. Il était vide, mais complètement racliné, et une tache brun foncé, en forme de corps encore élongé dedans, y était visible. Ce vieil homme est mort dans la maison, c'est certain. Il arrive souvent que le corps laisse une trace d'urine ou de matière fécale en se relaxant après la mort, mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une décomposition avancée. Il y avait quelque chose d'incohérent dans le récit de mon superviseur. Le fauteuil appartenait au mari. Des couvertures tricotées posées sur les dossiers portaient les noms de grand-mère et grand-père. Cela signifiait que la femme avait laissé son mari dépérir dans ce fauteuil pendant des jours avant d'appeler qui que ce soit. C'est plus qu'un cœur brisé, c'est aussi un esprit brisé. J'ai frissonné en essayant de me reconcentrer. Peu importe les bougies éteintes disposées en cercle autour de la chaise dont les gouttes de wax séchées coulaient sur le sol. Au travail, inspecter la maison et partir. Je ressentais une étrange sensation partout où j'allais. Cette maison vide semblait encore respirer. De la vaisselle sale s'entassait dans l'évier, des vêtements à moitié pliés sur le lit, de l'eau stagnait Encore dans la baignoire. Difficile de se concentrer sur l'état des encadrements de portes et des cloisons sèches quand on a l'impression d'avoir un fantôme Qui vous souffle dans la nuque. Cependant, c'est dans la salle de bain principale que j'ai découvert le pire défaut de la maison, du point de vue d'un inspecteur en bâtiment en tout cas. Sur le sol, près des toilettes, là où aurait dû se trouver la bouche d'aération, il y avait un trou de 45 cm de diamètre percé par la pourriture du bois. Il menait directement au vide sanitaire. Impossible de me glisser par ce trou, mais il me fallait tout de même vérifier son origine. J'avais donc une bonne excuse pour enfin sortir de la maison et ramper dessous depuis l'extérieur. Je suis donc sorti et j'ai fait le tour de la maison à la recherche de la trappe d'accès au vide sanitaire qui me poserait le moins de problèmes. J'en ai trouvé une du côté faisant face au champ et au hangar que j'avais repéré plus tôt, mais je pensais qu'elle n'était pas assez solide. Je l'avais vérifiée quelques minutes auparavant et elle me paraissait parfaitement en place, mais maintenant elle était de travers. Je me suis accroupi, je l'ai complètement dévissée puis j'ai éclairé l'espace avec ma lampe de poche. Comme les autres vides sanitaires, il était rempli de toiles d'araignée, d'isolants potentiellement cancérigènes et de toutes sortes d'autres choses répugnantes qui attendaient que je me glisse dedans. Je me suis préparé mentalement à me mettre à plat ventre et entrer, mais à la dernière seconde, j'ai eu une irrésistible envie de regarder par-dessus mon épaule. Appelez ça l'instinct, l'intervention divine ou autre chose, mais cela m'a permis de remarquer quelque chose. Les arbustes contre la clôture s'étaient écartés sous l'effet du vent, laissant à peine entrevoir l'emplacement d'un ancien portail. Je savais que je procrastinais sans doute, mais j'ai décidé d'aller voir ce hangar, puis de revenir au vide sanitaire. Arrivé au hangar, J'ai compris ce qui me tracassait. et ce n'était pas des superstitions concernant le couple défunt. Un matelas de sol était posé sur une botte de foin, visiblement déplacée récemment. Des boîtes de conserve vides, comme celle de la cuisine, jonchaient le sol. Aucun squatteur n'était mentionné dans les documents que j'avais reçus, mais ces éléments prouvaient le contraire. Ils ne se cachaient pas seulement de nous. Un petit panneau de liège tordait dessous le matelas. Poussé par une curiosité involontaire, je l'ai tiré et examiné. J'y découvris des bouts de papier griffonnés d'innombrables observations, allant de l'activité animale aux voitures. Un bout de papier contenait une liste de véhicules et leur numéro d'immatriculation, avec les dates correspondantes, des dates récentes, des véhicules familiers. Camionnette blanche, camion blanc, numéro d'immatriculation, moi. C'était la liste de tous les entrepreneurs qui étaient passés avant moi, et mon camion figurait en bas, le plus récent. Sans tarder, j'ai arraché la liste du tableau et l'ai froissée dans ma main, puis j'ai quitté le hangar en courant vers mon camion. Une fois enfermé à l'intérieur, j'ai essayé d'appeler mon superviseur pour l'informer de la situation, mais je n'avais pas de réseau. Par prudence, j'ai quitté les lieux sans terminer les travaux. Il n'y avait aucun signe laissant penser que les squatteurs étaient hostiles, mais je sentais que quelque chose ne clochait pas. Ce genre d'observation compulsive me saute aux yeux. Heureusement, mon superviseur n'a pas été trop dur avec moi. Apparemment, tous les autres gars qui avaient dû entrer dans la maison avaient été effrayés par la tâche mortelle, mais personne n'y avait passé autant de temps que moi. Il a dit qu'il enverrait le nouveau se retrousser les manches et finir mon boulot juste pour une fois. Le problème, c'est que le gamin n'est jamais revenu. Il est arrivé sur place, mais il s'est effilé comme une vieille chaussette. Aucun appel, aucun message, il a tout simplement démissionné. Sa famille disait qu'il mentait, mais personne n'a réussi à le joindre pour savoir ce qui l'avait effrayé encore plus que moi. Je suppose qu'il est entré dans le vide sanitaire où j'avais trop peur d'y aller.
Il devait y avoir quelque chose de bien plus pire que tout ce qu'on puisse imaginer. Sinon, pourquoi ce squatteur aurait-il surveillé une maison abandonnée d'aussi près ? Nous avons mis les lieux dans le rapport de la police, mais bien sûr, ils n'ont rien trouvé. À ce jour, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé là-bas. Peut-être un membre de famille qui avait du mal à faire son deuil, un vagabond, ou peut-être que la femme n'est jamais morte de chagrin. J'espère seulement que maintenant, tout a été rasé. J'ai emménagé dans cette maison parce qu'elle était bon marché et calme. Elle se trouvait à la périphérie d'une petite ville, la dernière au bout d'une impasse. Le jardin était de taille correcte, puis venait une haie d'arbres et derrière, la forêt. Lorsque j'ai signé le bail en été, j'ai ressenti une grande tranquillité. En hiver, j'avais l'impression que le monde s'arrêtait net à la lisière des bois. Tout cela s'est passé en janvier dernier, pendant une période où il a neigé presque tous les jours. Je travaille à domicile, alors il m'arrivait de passer 3 ou 4 jours sans vraiment sortir. Ma routine se résumait à me lever, travailler, manger, fixer un écran et dormir. La première fois que j'ai aperçu la lumière, je ne pensais même pas à la forêt. Au milieu des arbres, une faible lueur vacillait, basse et régulière. Ce n'était ni une voiture, ni un reflet sur la neige. On aurait dit que quelqu'un avait allumé une petite lanterne dans les bois, puis s'en était éloigné. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Je l'ai observée pendant une bonne minute, attendant une explication plausible. Un piéton, une voiture qui recule, un autre feu. Rien. Finalement, la lumière s'est éteinte doucement, comme si quelqu'un avait posé quelque chose dessus. J'ai continué à fixer l'endroit, puis je me suis dit que c'était sans doute un chasseur ou un gamin du voisinage qui faisait des bêtises. Le lendemain matin, je suis allé vérifier. La neige dans mon jardin était lisse, à l'exception d'une seule trace de botte. Elle sortait des arbres sur la gauche, traversait le fond du jardin, longeait ma clôture un moment, puis faisait une courbe avant de disparaître dans les bois sur la droite. Aucune trace ne menait directement à la maison, pas de regroupement près de la porte, juste un grand arc de cercle paresseux autour du jardin, comme si quelqu'un avait longé la limite, regardé autour de lui, puis était reparti. Cela m'a intrigué, mais pas au point de m'inquiéter. Je me suis dit que cette personne était simplement de passage et avait emprunté un chemin étrange. Je suis rentré et j'ai essayé d'oublier. 2 nuits plus tard, la lumière est revenue. J'étais dans le salon cette fois, l'ordinateur portable ouvert, la télévision éteinte. Les stores étaient entr'ouverts près de la porte coulissante. J'ai aperçu la lueur dans le reflet de la vitre avant de la voir dehors. Au même endroit, plus ou moins, peut-être un peu plus au centre, derrière la maison. Une simple petite lumière entre les troncs. Pas de mouvement, pas de fusée éclairante. Juste là. Cette fois, cela semblait intentionnel. Je suis resté près de la vitre à l'observer plus longtemps que je ne l'aurais dû. Puis l'objet a commencé à dériver, non pas vers la maison, mais parallèlement à elle, glissant lentement derrière les arbres, comme si la personne qui le tenait marchait sur un fil invisible. Puis la lumière s'est éteinte de nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti cette tension dans la poitrine, cette impression qu'il y avait un problème sans pouvoir l'expliquer. Je ne suis pas sorti. J'ai verrouillé une nouvelle fois la porte derrière et baissé tous les stores en faisant comme si cela ne changeait rien. Le lendemain matin, je suis allé directement dans le jardin. Encore des empreintes, même motif, même taille, mais disposées autrement. Elles sortaient du bois plus près du centre cette fois, marchaient en ligne droite vers la cour, puis faisaient les 100 pas. Ce n'était pas une errance aléatoire, mais un va-et-vient régulier au milieu du jardin. Quelqu'un avait emprunté exactement le même trajet à plusieurs reprises, puis un virage coupait vers la clôture et replongeait dans les arbres une bande de neige tassée au milieu du jardin, sans raison apparente. C'est là que j'ai cessé de me dire que ce n'était rien. Les jours suivants, cela devint une habitude. Pas tous les soirs, mais presque. Je voyais cette lueur dans les arbres après 21h, parfois plus tard, parfois plus près. Toujours à un endroit légèrement différent, jamais exactement au même. Puis, le lendemain matin, de nouvelles empreintes. Parfois, elles frôlaient la clôture, parfois elles se croisaient de manière étrange. Un jour, on aurait dit qu'un grand cercle avait été trissé dans mon jardin. Un autre jour, on aurait dit que quelqu'un était revenu au même endroit et y était resté assez longtemps pour piétiner la neige. Il ne s'approchait jamais de la maison, jamais des portes. C'est ce qui rendait la situation encore plus bizarre. J'avais l'impression qu'il connaissait parfaitement mes limites et qu'il restait juste en dehors. À la fin de la semaine, je ne dormais plus. J'imaginais à quoi il pouvait ressembler. Je ne l'avais jamais vu, seulement la lumière, seulement les traces. Mais mon cerveau, Comblait les vides. Je vérifiais mes serrures au moins 3 fois chaque nuit. Je laissais la télévision allumée juste pour avoir un autre bruit que celui du vent.
Quand j'ai craqué, ce n'était pas la peur qui m'a fait agir, c'était la fatigue et la colère. Il était environ 3 heures du matin, plus près de l'aube que de minuit. Je m'étais enfin assoupi sur le canapé Lorsqu'une faible lueur au salon m'a réveillé. La lumière était revenue, filtrant à travers les lamelles des stores. Je suis resté allongé à fixer le plafond. Le cœur battant, puis la colère m'a envahi. J'ai enfilé mes bottes sur mes pyjamas, attrapé mon gros manteau Et la lampe torche. que je garde près de la porte d'entrée. Je suis sorti par derrière, sans trop réfléchir. Si j'avais marqué un arrêt de réflexion, je me serais sans doute ravisé. Le froid m'a frappé de plein fouet. L'air brûlait le nez et la neige montait presque jusqu'aux mollets. La lumière dans les bois paraissait maintenant plus petite que j'étais dehors, mais aussi plus réelle. J'ai traversé mon jardin, suivant mes traces habituelles jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Puis je me suis dirigé droit vers la lumière, laissant de nouvelles traces derrière moi. Plus je m'approchais des arbres, plus le silence devenait oppressif. Le vent s'était calmé, le bruit de la route avait disparu. Juste des craquements. Arrivé à la lisière de la forêt, j'ai hésité 1 seconde et demie, puis j'ai avancé. La neige était clairsemée sous les branches. Je voyais mieux. La lumière ne venait pas d'une lanterne. C'était un petit feu de camp, pathétique en réalité, quelques flammes faibles et surtout des branches. À côté, s'assis sur une bûche, se trouvait un homme, bonnet d'hiver, capuche relevée, gros manteau, pantalon de nage, gants. Ses mains étaient tendues au-dessus du feu. Sa tête s'est tournée lentement lorsque le faisceau de ma lampe torchée l'a éclairé, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Nous nous sommes regardés. « Vous êtes sur ma propriété ?» j'ai dit. Ma voix tremblait plus que je ne l'aurais voulu. Il a cligné une fois les yeux. « Je ne savais pas que tu allais sortir », a-t-il répondu. Comme si j'étais son ami. « Enfin, tu es dehors depuis des jours », j'ai répliqué. « On ne campe pas derrière une maison sans prévenir. » Il ne s'est pas excusé ni s'est expliqué. « J'aime les arbres », a-t-il simplement dit. La façon dont il avait prononcé ces mots m'a donné la nausée. J'ai détourné la lampe torche. Et balayé la petite clairière. Derrière lui, une bâche était tendue entre 2 arbres pour servir de coupe-vent. Il y avait une caisse en plastique, un sac de couchage bon marché et une casserole en métal. On aurait dit qu'il vivait là depuis un moment, mais qu'il pouvait disparaître en 30 secondes. « Depuis combien de temps es-tu là ?» j'ai demandé. Il a haussé les épaules. « Depuis un moment. » « Écoute, tu ne peux pas rester là comme ça. Si tu as besoin d'aide, je peux appeler quelqu'un. Un refuge, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas rester là à fixer ma maison toute la nuit. » Les mots sont sortis avant même que je réalisais ce que j'avouais, que je savais qu'il m'observait. C'est la première fois qu'il a vraiment souri. Un sourire bref mais sincère. « Je ne la fixais pas », a-t-il dit. « J'observais des motifs. » « Des motifs de quoi ?» Il a regardé au-delà de moi, vers ma maison. Les lumières, les rideaux, quand tu te déplaces, tout ça. Il parlait comme s'il commentait la météo. J'ai reculé d'un pas sans m'en rendre compte. « Hé, j'appelle la police si tu es encore là demain », ai-je lancé. « D'accord. » Son sourire s'est effacé. Il s'est reconcentré sur le feu, comme si je l'ennuyais. Je suis parti avant de perdre patience, regagnant mon jardin plus vite que prévu. Sur le perron, en me retournant, les arbres n'étaient plus que des silhouettes sombres. La flamme était à peine visible. À l'intérieur, ma main tremblait tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour verrouiller la porte. Je me suis dit que j'avais agi, qu'il partirait le lendemain. L'idée d'expliquer cette conversation à un policier me donnait la chair de poule. Il aime observer mes rideaux. Ce n'était pas une phrase que j'avais envie de prononcer à voix haute. Au réveil, il n'y avait aucune lumière. J'ai d'abord regardé vers les bois. Rien. Son campement paraissait sombre depuis le jardin. J'ai cru qu'il était parti pendant la nuit, que tout était terminé. Mais j'avais un mauvais pressentiment. Je suis retourné sur place. De loin, tout semblait identique. En entrant dans la clairière, j'ai compris ce qui clochait. Il était parti, mais ses affaires étaient toujours là. Le foyer était rempli de cendres noircies, encore légèrement tièdes sous la croûte. La bâche, le sac de couchage roulé, la caisse en plastique, tout était resté. Comme s'il comptait revenir. J'aurais dû appeler la police immédiatement. À la place, j'ai commencé à fouiller. Dans la caisse, il y avait des papiers et des photos. Des tirages bon marché, déjà gondolés par l'humidité. La première représentait ma maison vue de l'arrière, depuis la lisière des arbres. Il y en avait d'autres, sous différents angles, de jour, de nuit. La porte d'entrée, la fenêtre latérale, la fenêtre de la cuisine,
où j'étais clairement visible. Sur une photo, j'étais assise sur ma terrasse, absorbée par mon téléphone. Sur d'autres, on me voyait à mon bureau, la tête penchée vers l'écran. Sous les photos, des feuilles de cahier couvertes d'une écriture serrée. Il rentre généralement entre 5 et 6 heures. Les lumières s'éteignent vers 1 heure du matin. Il regarde la télévision dans sa chambre, mais n'y dort pas. Mange seul au comptoir. En haut d'une page, mon adresse. En dessous, côté jardin agréable, arbres proches, pas de chien, pas de voisins trop près. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai sorti mon téléphone. Je sais seulement que j'étais déjà en train de parler quand j'ai réalisé que mes mains tremblaient. La répartitrice m'a immédiatement prise au sérieux. 2 agents sont venus. Je les ai conduits jusqu'à la clairière. Ils ont enfilé des gants et fouillé les lieux. Dans un sac à dos, ils ont trouvé des vêtements, une cagoule usée, un grand couteau de chasse dans son étui et un petit sac contenant des seringues et des sachets remplis d'une poudre inconnue. Un autre agent a découvert un carnet dissimulé dans une fissure d'arbre. Le livre était sale, rafistolé avec du ruban adhésif. Il l'a ouvert à une page. Vis seul, bien, souligné 2 fois. En dessous, discret, belle vue depuis la lisière, horaire régulier, pas de visiteurs après la tombée de la nuit. Plus bas, ils commencent à me remarquer. Il vient plus souvent à la fenêtre, la tension monte. La dernière phrase était écrite plus sombrement. Et sorti ce soir, je me suis approchée, nerveuse mais courageuse. Il est temps de passer à autre chose, laisser le matériel sur place et revenir plus tard. C'était la nuit où je l'avais confronté. Les policiers ont fouillé les bois plus loin. Ils ont trouvé une autre clairière abandonnée et des empreintes menant à un chemin de service. Aucune trace de lui. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un bref rapport. Certaines adresses figurant dans le carnet correspondaient à des cambriolages signalés dans une ville située à environ 1 heure. 2 appels mentionnaient une personne suspecte observant des maisons depuis l'hiver précédent. Ils ne l'avaient toujours pas retrouvée. Je repense parfois à cette phrase. Il est temps de passer à autre chose, laisser le matériel sur place et revenir plus tard. Je n'étais qu'une cible parmi d'autres. Partir n'était pas un acte de panique, c'était un plan. Et quelque part dans un autre coin de forêt, il y a peut-être encore un petit feu de camp qui brûle derrière une maison et une autre pile de photos qui se recroqueville dans le froid. Une tempête a éclaté pendant la nuit et, à mon réveil, toute la rue était plongée dans le noir. Plus aucune lumière, pas même dans les maisons de la rue principale. Mon groupe électrogène s'était mis en marche avant que je ne me lève, si bien que je n'avais même pas réalisé qu'il y avait une panne de courant avant de regarder dehors. Toutes les autres maisons étaient obscures. La mienne était la seule où subsistait une forme de vie, une sorte d'électricité. Cela me donnait presque un sentiment de culpabilité, comme si je privais les autres de quelque chose. Je sais, c'est idiot. J'étais dans la cuisine en train de préparer du porridge quand quelqu'un a frappé. J'ai pensé que c'était peut-être un voisin venu demander s'il pouvait mettre quelque chose au frais dans mon réfrigérateur. C'était déjà arrivé. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai reconnu l'homme qui se tenait là. Mais de justesse. Il habitait plus bas dans la rue, du moins je le croyais. Je ne l'avais jamais vu sortir de sa voiture autrement qu'avec ses 2 enfants. Toujours de brefs signes de la main, sans un mot. Cette fois, ils étaient avec lui. Ils avaient l'air d'avoir froid. Le garçon se frottait les manches pour se réchauffer les mains à travers son manteau. Le nez de la fille était rouge vif. « Salut », dit l'homme avec un demi-sourire gêné. « Désolé de vous déranger, notre chauffage est en panne. Il fait de plus en plus froid depuis hier soir, la maison est glaciale. J'ai vu que vous aviez de l'électricité, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se réchauffer ici. Juste un petit moment, je serais ravi de vous dédommager. » C'était sans conteste la situation la plus étrange que j'ai vécue, mais je me suis senti obligé d'aider. L'envie de dire oui m'est venue avant même d'avoir réellement réfléchi. Les enfants avaient l'air misérables et l'homme jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule, vers la route, comme s'il ne voulait pas rester dehors trop longtemps. « Tu vis seul ici ?» demanda Marc au bout de quelques minutes en observant le salon. « Oui, juste moi. » Il hocha la tête d'une façon qui me donna l'impression qu'il le savait déjà, ou qu'il s'était renseigné.
J'ai tenté d'engager la conversation, surtout parce que le silence en sa présence était pesant. Il répondait de manière désinvolte, mais vague. Son travail, ce qu'il avait amené dans la région, uniquement des réponses génériques. Les enfants, eux, ne quittaient presque pas l'écran. 2 heures ont passé. Les informations sur la panne affichaient toujours « aucune estimation disponible ». Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester jusqu'au retour du courant. Il m'a remercié. Beaucoup trop. Chaque fois que je disais « pas de problème », il ajoutait quelque chose comme « tout le monde ne ferait pas ça ». On en avait vraiment besoin. Je me contentais d'acquiescer, ne sachant pas quoi répondre. Dans l'après-midi, la tempête s'intensifiait. La neige s'accumulait plus vite que les chasse-neige ne pouvaient la déblayer. Le ciel ressemblait à une immense tache blanche. Je n'arrêtais pas de regarder dehors, même si rien ne changeait. Le fait d'avoir des inconnus chez moi m'a rendu hyper attentive au moindre bruit. Le plancher qui craque, le chauffage qui cliquote, le vent qui frappe le bardage. Vers 19h, je leur ai dit que j'avais préparé les couchages. Marc pouvait prendre la chambre d'amis et les enfants dormiraient ensemble sur le canapé. Il a accepté immédiatement, comme s'il craignait que je change d'avis. Je suis allé me coucher très tôt, pas parce que j'étais fatigué physiquement, mais parce que la pression sociale d'avoir chez moi des inconnus que je ne connaissais pas était pesante. J'ai lu 20 minutes jusqu'à ce que les mots se brouillent. Je me souviens avoir pensé que tout allait bien, que j'avais pris la bonne décision. Mais juste avant de m'endormir, une pensée insistante m'a traversé l'esprit. Pourquoi les enfants ne m'avaient-ils jamais parlé ? C'est à peu près tout dont je me souviens avant de me réveiller vers 1h du matin, alerté par un bruit dans le couloir. Au début, je ne savais pas si c'était réel. Je suis resté allongé à écouter. La maison faisait ses bruits habituels, mais celui-là était différent, lent, prudent, comme si quelqu'un testait chaque lame de parquet avant de poser le pied. Puis, ma porte a grincé. Juste un peu, suffisamment pour que je voie l'ouverture s'élargir. Je me suis redressé. « Bonjour ?» La porte s'est ouverte davantage et quelqu'un est entré. C'était Marc. Il n'a pas allumé la lumière, il n'a rien dit tout de suite. Il est resté immobile, comme s'il me laissait le temps de m'habituer à sa présence. « Ça va ?» j'ai fini par demander. Il a cligné lentement les yeux comme s'il sortait d'une rêverie. « Désolé, dit-il. Je ne voulais pas vous réveiller. J'avais faim. Je me demandais si ça vous dérangeait de me préparer un sandwich. » Sa voix sonnait fausse, comme s'il récitait un texte appris par cœur. « Oui, bien sûr, » j'ai répondu après une seconde. « Pas de problème ?» Il a hoché la tête, s'est retiré et refermé la porte doucement. J'ai attendu d'entendre des bruits de cuisine, des pas, des claquers, n'importe quoi, mais rien, juste le grondement du générateur dans le vent. C'est à ce moment-là que les regrets ont commencé à me consumer. Je n'aurais pas dû les laisser rester, je n'aurais même pas dû ouvrir la porte. Tout ce que j'avais ignoré avant me semblait soudain inquiétant. Sa façon de se tenir derrière les enfants, leur manière de le regarder, la question sur le fait que je vive seul. Je suis resté éveillé, le cœur battant. J'ai essayé de lire pour me distraire, mais je regardais la porte toutes les secondes. À un moment, j'ai dû m'assoupir. Le souvenir suivant est celui de me réveiller en sentant quelqu'un respirer au-dessus de moi. Juste à côté du lit. J'ai ouvert les yeux et ai vu une figure penchée sur moi, habillée en noir, gants, masque. Seuls les yeux étaient visibles. J'ai hurlé et tenté de la repousser. Il m'a aussitôt attrapé le poignet. « Ça va aller, calme-toi », murmura-t-il. C'était Marc. Même masqué, sa voix ne laissait aucun doute. Il serra plus fort quand je me débattis. J'ai donné un coup de pied et l'ai touché au genou. Son emprise se relâcha un instant. J'ai roulé hors du lit. Il m'a attrapé la cheville et m'a tiré en arrière. Je griffonnais le sol pour trouver un appui. Soudain, une petite voix a crié depuis le couloir. « Arrêtez de lui faire du mal !» hurla Lucas. J'entendis Maya pleurer derrière lui. « On a appelé la police !» Marc s'est figé, complètement. Il est resté immobile une seconde comme s'il réfléchissait. Puis, il lâcha prise et se précipita hors de la pièce. La porte d'entrée a claqué. Les enfants ont continué à pleurer jusqu'à ce que les sirènes retentissent. La police est arrivée en 5 ou 6 minutes à peine. Ils l'ont interpellé dehors, dans la neige. Il a à peine résisté, marmonnant quelque chose entre ses dents. À l'intérieur, les enfants étaient assis sur le canapé, tremblants. La fille se frottait les mains comme pour les nettoyer. Le garçon refusait de lever les yeux. Je répétais sans cesse « Hé, vous êtes en sécurité maintenant, tout va bien », même si j'en étais pas vraiment sûr. Un policier s'est accroupi devant eux. « Pouvez-vous me dire vos noms ?» demanda-t-il doucement. Ils évitèrent. Le garçon murmura quelque chose, inaudible. L'agent hocha la tête, transmit un message à la radio, puis se tourna vers moi.
Cet homme vous a-t-il dit qu'il était leur père? Oui. Ou du moins il l'a laissé entendre. Il les a présentés comme si c'étaient ses enfants. L'agent serra les lèvres. Comme s'il s'efforçait de ne pas trop réagir. Ce ne sont pas ses enfants. Ils correspondent à la description de 2 enfants disparus d'un autre État. Personne n'avait eu de nouvelles d'eux depuis des années. J'ai senti un vide immense m'envahir. La jeune fille se mit à pleurer en entendant la conversation. Quand ils l'ont fait passer devant moi, menotté, il avait de la neige Collé aux cheveux et aux manches. Il n'avait pas l'air en colère. ni effrayé, juste Agacé. comme si ce n'était qu'un contretemps dans un plan beaucoup plus long. Il a levé les yeux vers moi une seule fois. « Tu n'étais pas censé te réveiller », murmura-t-il. Un policier la poussa en avant que je puisse réagir. Mais le ton qu'il avait employé, calme, détaché, rendait la scène encore plus terrifiante. Comme s'il avait déjà envisagé la suite, parce qu'il avait déjà vécu quelque chose de similaire. Cet hiver-là, je vivais seul. C'était il y a environ 3 ans, début décembre, juste avant les fêtes. J'avais beaucoup travaillé tard ces derniers temps, alors quand une tempête de neige s'est abattue sur la maison ce soir-là, je me suis dit que j'allais rester chez moi, préparer un dîner simple et en profiter pour faire quelques petites choses. Mon quartier était plongé dans un calme absolu. La plupart des maisons étaient habitées par des personnes âgées ou des retraités qui ne sortaient guère en hiver. Vers 21h, je suis entré dans le salon et j'ai aperçu les phares d'un camion qui descendait lentement ma rue. Au début, j'ai cru que c'était une déneigeuse, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était simplement une camionnette ordinaire avec un accessoire de déneigement bon marché à l'avant. Rien d'officiel, pas de marquage, pas de gyrophare, juste un vieux camion blanc avec un pare-choc cabossé. Il est passé devant chez moi si lentement que j'ai cru qu'il était perdu ou qu'il cherchait une adresse, mais je n'y ai pas prêté plus attention. Une dizaine de minutes plus tard, il est revenu. Cette fois, il roulait encore plus lentement, presque au pas, et arrivé au bord de mon allée, il s'est arrêté une fraction de seconde comme s'il l'observait. Ou peut-être que c'était moi. J'ai fermé les stores. Je n'étais pas encore paniqué à ce moment-là, juste agacé, car je supposais que c'était le copain d'un voisin qui essayait de se faire un peu d'argent en déneigeant des allées. Une vingtaine de minutes se sont écoulées. Puis, quelqu'un a frappé. Juste un léger coup, presque poli, à ma porte d'entrée, à peine audible à cause du vent. Je me suis figé, car personne ne frappe à ma porte à une heure pareille, sauf en cas d'urgence. Je me suis approché du Judas, mais il n'y avait personne. Bizarre, me suis-je dit, mais je n'y ai pas prêté davantage attention. Peu après, on a frappé de nouveau, cette fois à la fenêtre, près de la porte, quelques petits coups rapides. J'ai entrouvert les stores, m'attendant à voir quelqu'un, mais il n'y avait rien. Juste ma véranda recouverte de neige fraîche et la tempête qui soufflait de côté dans le jardin. J'ai reculé, sentant ma poitrine se serrer. Je suis retourné faire la vaisselle, commençant, je l'avoue, à m'agacer un peu. Je me demandais si des gamins idiots ne me faisaient pas une blague, ou pire encore, le cauchemar de tout le monde, un tueur en série complètement cinglé qui s'amusait avec sa proie. Je suis quelqu'un de plutôt réfléchi, alors mon imagination me jouait peut-être des tours, mais je n'y prêtais pas trop attention pour le moment. Puis, on a frappé à nouveau. Cette fois, c'était à la porte derrière, à environ 5 mètres de l'endroit où je me trouvais dans la cuisine. J'ai pris le plus grand couteau que j'avais et je me suis lentement dirigé vers la porte. Je n'ai vu personne, absolument rien. Seulement des empreintes fraîches menant jusqu'à la porte, puis s'arrêtant net. Aucune trace ne s'éloignait, aucune piste, juste une seule série de pas jusqu'à la vitre. J'ai senti tout mon corps se tendre. J'ai éteint les lumières en silence, essayant de faire croire que je n'étais pas là, en vain car il était évident que quelqu'un savait que j'étais présente. Quelques minutes plus tard, on a frappé encore. Cette fois, cela venait de la fenêtre latérale près de la salle à manger. Même force, même rythme. J'avoue que j'étais vraiment terrifié. La situation devenait trop grave pour être une simple plaisanterie, même pour des adolescents cherchant une réaction. J'avais un très mauvais pressentiment. Après avoir regardé par la fenêtre et constaté qu'il n'y avait personne, je ne savais plus quoi faire. Je le jure, j'ai aperçu le pan d'un manteau disparaître derrière le mur de la maison. C'était si rapide que je n'ai pas pu distinguer les détails.
À ce moment-là, j'ai eu envie d'appeler la police, mais je ne voulais pas passer pour une paranoïaque, surtout si ce n'était qu'un ivron ou un voisin désorienté. Alors j'ai attendu encore 1 heure. Plus de coups, plus de camions, plus aucun mouvement dehors. Finalement, le calme est revenu. Il était presque minuit. Je me suis dit que j'allais descendre jouer aux jeux vidéo ou regarder des vidéos jusqu'à ressentir la fatigue. Mon sous-sol, récemment aménagé, était très confortable et mon endroit préféré pour me détendre était près de la porte-fenêtre donnant sur le jardin. Je me suis installé devant mon ordinateur et je me suis laissé absorber par le jeu, oubliant complètement ces coups étranges pendant un moment. Environ 1 heure plus tard, j'ai ressenti une sensation soudaine et horrible, comme si quelque chose se trouvait juste derrière moi, un besoin impérieux de me retourner. Lentement, je me suis pivoté sur ma chaise et dans le reflet de mon écran, j'ai presque instantanément aperçu une silhouette non mobile près de la porte coulissante. Juste la forme sombre d'une personne debout face à moi. Je me suis retourné brusquement et une fraction de seconde, je l'ai vu encore plus clairement. Un homme vêtu d'un épais manteau, la capuche serrée autour du faisceau. Avant même que mes yeux s'habituent À l'obscurité, il a disparu. Sans réfléchir, j'ai immédiatement appelé la police. Pendant que la répartitieuse me demandait ce qui se passait, j'ai entendu un bruit métallique caractéristique à l'étage, la serrure de ma porte d'entrée. Il essayait de la crocheter. Quelqu'un est en train de cambrioler ma maison. J'ai chuchoté. Elle m'a dit de me mettre en sécurité, mais avant même que je puisse répondre, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en grinçant. J'ai commencé à reculer vers les escaliers du sous-sol et j'ai laissé tomber mon téléphone. J'ai entendu l'homme rire et crier. Ses pas lourds se rapprochaient de l'escalier. Prise de panique, je n'ai même pas cherché mon téléphone. J'ai enfilé mes grosses boots, celles que j'utilisais pour la pêche à glace ou dans la neige profonde. Heureusement, je les avais descendues après avoir déneigé l'allée ce soir-là. J'ai mis mon manteau et je me suis échappé par la porte-fenêtre. Après avoir regardé autour de moi et constaté que personne ne m'observait, j'ai détalé comme une flèche. Hors de question de rester pour affronter qui que ce soit. Je n'avais même pas mes clés. J'ai traversé la cour en courant, glissant 1 ou 2 fois, jusqu'à atteindre la maison des voisins. Ils m'ont laissé entrer après que j'ai tambouriné à leur porte comme une folle. J'ai utilisé leur téléphone pour appeler la police. J'ai attendu avec eux l'arrivée des agents et je suis retourné confronter celui qui était chez moi. Mais bien sûr, il avait disparu. Ils ont fouillé la maison de fond en comble avant de me laisser rentrer. En entrant, j'ai eu la nausée. Ma maison était saccagée. Pas cambriolée, saccagée. Tous les placards avaient été arrachés, mon canapé lacéré, les tiroirs de la cuisine vidés, mon matelas retourné, mes vêtements éparpillés partout. Mon ordinateur avait été renversé et mon téléphone retrouvé brisé à la cave. Rien ne manquait. C'était du pur vandalisme, comme si cet homme avait été pris d'une crise de rage et s'était acharné sur ma maison. Sur le grand tableau blanc que j'avais dans le salon pour organiser mon travail, il avait écrit « Je reviendrai, fais de beaux rêves ». Les policiers m'ont dit de ne pas rester là cette nuit-là. Sans blague, pensais-je. Je suis allé dormir chez un ami et je n'ai pas fermé l'œil plus de 20 minutes. Le lendemain matin, j'ai parlé à mon propriétaire et je lui ai annoncé que je résiliais le bail immédiatement. Je ne négocierai pas, je ne passerai pas une nuit de plus dans cette maison. Il a accepté après que les policiers lui aient tout expliqué. Ils ont trouvé dans la neige des empreintes faisant plusieurs fois le tour de la maison. Même motif de semelle que près de la porte coulissante, le même aux 3 entrées où quelqu'un avait frappé. On n'a jamais retrouvé cet homme. Le camion n'est jamais revenu et j'ai déménagé en 1 semaine. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ma maison, ni ce qu'il voulait, mais ce qui m'a le plus perturbé, ce n'était pas les coups à la porte, ni le fait qu'il était presque invisible quand je l'ai aperçu. C'était de réaliser combien de temps il avait dû m'observer cette nuit-là, mémorisant la disposition de la maison, sachant exactement quand frapper, quand j'étais distraite et quand entrer. Je n'ai jamais vécu seul depuis, et je ne sais pas si j'en aurais envie un jour.